C'est beau. Super. Donc, qu'est-ce qu'un organisme de bassin versant? En fait, il y a 40 organismes de bassin versant au Québec où on tapisse la majeure partie du territoire. Puis vraiment, notre mission, c'est de coordonner puis de mobiliser les intervenants, mais les acteurs du territoire pour la mise en action. Donc, protéger, restaurer, puis la mise en valeur de l'eau. Fait que nous, on travaille avec beaucoup d'acteurs, le milieu agricole, le milieu faunique, les universités, d'autres organismes, les citoyens, les forestiers. Je sais pas si je me répète là, mais le milieu municipal. En fait, notre but, c'est de concerter tous ces beaux acteurs-là pour arriver avec un plan cohérent pour la région. Toujours dans le but de préserver la qualité de l'eau, que ce soit des lacs, des rivières, des milieux humides, à l'échelle des bassins versants, bassins versants, évidemment. Donc, notre mandat est assez large. Le territoire de notre organisme de bassin versant couvre des Basques jusqu'en Matanie, puis nos quatre rivières, nos quatre bassins versants les plus gros. Si on va de gauche à droite, là, il y a la rivière Trois-Pistoles, la rivière Rimouski, la rivière Métis, puis la rivière Matane. Donc, ça couvre un très grand territoire, puis c'est tous les bassins versants qui se jettent dans le fleuve. Qu'est-ce qu'un bassin versant? C'est-tu moi qui le fais ou c'est toi, Julien? Vas-y, c'est toi. C'est moi, OK. Euh, En fait, si on regarde l'image, là, ça le représente vraiment bien. La petite ligne rouge, c'est ce qui délimite le bassin versant. Fait qu'on peut se faire l'image que s'il y a une petite goutte qui tombe au sommet d'une montagne, ben, il y en a d'un côté qui vont s'écouler d'un côté, puis les petites gouttes qui tombent de l'autre côté vont tomber de l'autre côté de la montagne. Fait que dans le fond, c'est de se dire que toute l'eau qui s'écoule puis qui se rejoint dans un même lac et ensuite dans une même rivière qui finit par se jeter dans le fleuve pour notre situation, ben ça fait partie d'un bassin versant. Puis quand on pense à un bassin versant, on pense à aussi toutes les terres, les parties terrestres qui se drainent dans les milieux humides ou hydriques. Donc partout où on se trouve sur un territoire, on est dans un bassin versant et on a un impact aussi sur la qualité de l'eau dans le bassin versant. Tu peux changer. Excuse. Les activités de l'organisme du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent est vraiment diversifiée, là. Tu sais, tout à l'heure, je vous ai nommé beaucoup d'acteurs. Ben, ça démontre aussi la quantité de projets diversifiés qu'on peut faire. Donc, on a des projets en milieu agricole pour améliorer les pratiques. Quand on pense aux cultures de couverture, aux haies brise-vent, aux bandes riveraines. Euh, Aussi tout ce qui est qualité d'eau, un peu comme on a fait sur votre lac cet été, des échantillonnages d'eau, des analyses. On accompagne beaucoup les municipalités pour la santé des lacs, oui, mais il y en a certaines qui nous demandent aussi pour la santé des rivières, des ruisseaux ou même des petits tributaires. On a des projets en gestion des eaux pluviales. Fait que ça, on pense à nos petites gouttes là, qui tombent. C'est l'eau quand on parle de eau pluviale, c'est souvent en milieu urbanisé, donc déminéralisation pour limiter euh, que le ruissellement se rende tout dans nos milieux hydriques sans être filtré par le milieu naturel. On fait aussi beaucoup de travail sur les espèces exotiques envahissantes. On a des programmes éducatifs de sensibilisation, notamment dans des écoles primaires. Puis on offre divers types de soutien. Là, ici, on a écrit Association de lacs et citoyens, mais c'est très large, là. Tout ce qui touche de près ou de loin à l'eau. Donc, ben, je vais prendre la suite. Donc là, on va commencer à être un peu plus sur le sujet d'aujourd'hui. On va y aller progressivement. On va déjà commencer par parler de qu'est-ce que c'est qu'un lac.
Un lac, c'est une structure écologique très particulière, hein. Je considère ça comme étant un organisme à part entière avec différents organes là, qui le composent. Donc si on prend le dessin que vous avez en bas là sur la diapositive, c'est la coupe d'un lac où on va identifier différentes zones. Donc on va commencer par parler de la zone littorale. La zone littorale, c'est la zone du bord de rive du lac. Donc c'est vraiment celle qui est à l'interface entre, on va dire, le milieu terrestre et puis vraiment le milieu du lac. Donc c'est une zone où on va avoir la production majoritaire d'algues et de plantes aquatiques. Donc on l'appelle zone littorale. Elle est peu profonde, elle a aussi une température généralement beaucoup plus élevée. Et on va avoir les rayons du soleil qui vont bien pénétrer dans cette zone-là, qui vont favoriser la production d'espèces végétales, donc algales ou alors des plantes aquatiques. Donc cette zone littorale-là, si on l'extrapole sur l'intégralité du lac, on va aussi l'appeler la zone photique. Le reste du lac, on a une zone photique où on a vraiment les rayons du soleil qui peuvent pénétrer dans la colonne d'eau. Donc le terme colonne d'eau, c'est vraiment de la surface de votre lac jusqu'au fond du lac. C'est le terme qui permet d'identifier en fait la profondeur du lac, on appelle ça la colonne d'eau. Donc sur la colonne d'eau, on va avoir la zone photique où les rayons du soleil peuvent pénétrer et on va avoir en dessous la zone dite aphotique où on arrive à une profondeur où la lumière ne pénètre plus, donc on est dans le noir absolu, où là, il n'y a plus de vie végétale de possible, donc il y a, ou très très peu, disons. Où là, il n'y a plus de photosynthèse qui peuvent être, qui peut exister. Donc là, c'est déjà une première vision qu'on peut avoir d'un lac. Après, on peut aussi voir la lac par rapport à sa stratification. Donc des schémas du haut, là, vous présente les différentes couches d'un lac qu'on peut avoir. Donc là, tout à l'heure, je vous ai caractérisé des zones d'un lac par rapport à la lumière. Et là, en fait, quand on regarde la stratification du lac avec des couches comme ça, on parle de caractérisation par rapport à la température, souvent où en fait on va avoir des couches d'eau qui vont avoir une physico-chimie différente. Pour comprendre la chose, c'est tout simplement comme si vous faisiez une vinaigrette sans shaker votre pot de vinaigrette. Donc vous allez avoir une phase d'huile, une phase de vinaigre. Bah là, c'est un peu pareil dans un lac où vous allez avoir des stratifications qui s'opèrent. Et on leur donner des noms. Donc l'épilimnion pour la couche du haut. Limnion, ça veut juste dire lac. Donc épi pour surface, méta pour milieu et hypo pour en dessous. Donc c'est vraiment les grosses couches du lac qui nous permet de mieux identifier des particularités qui s'opèrent dans ces couches-là. Et le dessin du bas, le schéma du bas, c'est un phénomène qu'on rencontre dans la vie d'un lac à l'année. Ça s'appelle les périodes de brassage. Donc le brassage, c'est quoi? C'est qu'en fait, là, vous avez fait une vinaigrette, pareil, mais ce coup-ci, vous avez checké votre vinaigrette. Donc vous allez avoir l'intégralité des couches d'eau de votre lac qui vont être complètement homogènes. Et là, on va se retrouver avec la même température à la surface et au fond. Donc on a vraiment mélangé, donc brassé l'eau de notre lac et il est homogène. Il n'est pas ce qu'on appelle stratifié. Donc ce brassage-là, il s'opère au printemps et en automne. Donc au printemps avec la fonte des neiges où on va avoir un apport d'eau et la disparition de la glace de surface qui va permettre aussi au vent de favoriser ce brassage. Et en période automnale, pareil, où on va avoir des précipitations qui vont aussi remettre en mouvement la masse d'eau du lac et vont le remettre en période de brassage. En dehors de ces deux saisons-là, on va être généralement dans une dans une phase de stratification, donc en été et en hiver, où là, en fait, vous reprenez votre pot de vinaigrette, pareil, sauf que là, vous ne le touchez plus et vous allez avoir vos couches d'eau qui vont déphaser. Donc, vous allez avoir des couches d'eau qui vont être plus chaudes les unes que les autres, qui vont avoir une physico-chimie différente et qui va vraiment stratifier votre lac. Donc on a vraiment deux périodes, deux mouvements à retenir vraiment, donc au printemps et en automne, et deux mouvements, deux stratifications qui sont en été et en hiver. Donc ça, c'est vraiment l'aperçu déjà pour comprendre un peu la dynamique d'un lac. Alors, sur notre territoire, il faut savoir que ce que vous a présenté Marie-Camille tout à l'heure, c'est qu'on a à peu près 1800 lacs. Donc, c'est tout simplement énorme. Que c'est sur ces 1800 lacs, on en a un peu plus que 70 où il y a de la villégiature. Et on en a que 13 qui sont inscrits au réseau de surveillance volontaire des lacs.
Donc c'est pas beaucoup là, par rapport à l'intégralité des lacs qu'on a sur notre territoire. Et on a des projets qui sont un peu partout sur le territoire qui vont nous aider à avoir des informations sur ces lacs. Donc des informations concernant les herbiers, concernant des éclosions de cyanobactéries par exemple quand c'est le cas, et des observations d'algues filamenteuses qui sont rapportées par les riverains notamment. Mais on se rend bien compte qu'avec le nombre de lacs, les observations qu'on peut y faire, on a quand même un manque d'informations qui est assez énorme sur l'intégralité du territoire. Donc c'est un peu comme ça que le projet là qui est en villégiature a vu le jour, c'était de répondre à une question qui nous préoccupe euh, nous en tant qu'organisme et puis vous en tant que riverain, c'est est-ce que nos lacs et est-ce que mon lac est en santé? Donc c'est vraiment sur le postulat de cette question qu'on s'est dit on va essayer de créer un projet pour essayer d'évaluer ça sur une année donnée et essayer d'évaluer la santé des lacs. Donc c'est vraiment le projet lac en villégiature. L'objectif, c'est de faire un constat l'état de santé de 10 lacs sur une année et de la suite de ce constat-là, proposer des solutions qui sont pertinentes et qui peuvent être mises en place relativement rapidement pour essayer d'améliorer ou de répondre à des problèmes constatés lors de l'année d'échantillonnage. Donc les 10 lacs sur lesquels on a travaillé, vous les avez là sous les yeux. Il y en avait deux qui se situaient sur la municipalité de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup, avec le lac de la Grande Fourche et le lac Saint-Hubert. Deux à Saint-Fabien avec le Grand Malobèze et le lac des Joncs. Le nôtre excusez, hop, non, celui de la ville de Rimouski avec le lac de Bellavance. Le lac Plourde et le Petit Ferré pour Sainte-Narcisse. Le lac Michaud donc celui d'aujourd'hui à Saint-Noël, et le lac Minouche et le lac des Îles à Saint-Ulrich. Donc ces lacs-là, on les a pas choisis au hasard, on les a pas, il n'y a pas de random là-dedans, on les a vraiment ciblés. Et sur quels critères on les a ciblés? Donc on a déjà commencé par prendre le critère du nombre de résidences qu'il pouvait y avoir autour du lac, en considérant le postulat que une forte villégiature peut avoir un fort impact sur la qualité d'un lac. Donc déjà, on a pris ce nombre de résidences-là. Ensuite, on a pris le critère d'accès public. Pourquoi prendre ce critère-là en considération? Par exemple, on l'a pris au regard des espèces exotiques envahissantes. On s'entend qu'un lac qui n'a pas d'accès public risque moins d'être soumis à une contamination d'espèces exotiques envahissantes qu'un lac qui a un accès public. Donc ça, on le prenait en considération aussi pour notre évaluation. On prenait aussi en considération s'il y avait une mention d'algues filamenteuses ou de cyanobactéries. Donc pourquoi ces deux indicateurs-là? J'y reviendrai un peu plus tard, mais en fait, c'est des indices qui nous laissent suggérer que le lac est suralimenté, donc qui est eutrophisé. Et on prenait enfin le constat actuel et des observations liées à nos connaissances du territoire, notamment au regard de nos suspicions si le lac est eutrophisé ou pas. Donc là, ça fait deux fois que je vous le dis, mais je vous dis l'eutrophisation. Donc certainement, certains d'entre vous sont clairs avec ça, mais on va se mettre un peu tous égal sur la chose. Donc qu'est-ce que c'est que l'eutrophisation? Avant toute chose, il faut savoir que l'eutrophisation reste un processus naturel. C'est quelque chose qui fait partie de la vie intégrante d'un lac, peu importe où est-ce on est dans le monde. Un lac subira tôt ou tard une eutrophisation. Donc l'eutrophisation, c'est juste un gros mot pour dire qu'on a des nutriments qui arrivent dans un lac. Des nutriments qui arrivent de la partie terrestre, généralement, vers le lac, et on remplit en fait un verre de nutriments. Si on dit que le lac c'est un verre, on le remplit avec notre eau qui est des nutriments de plus en plus. Donc c'est ça le processus d'eutrophisation. C'est un apport continu durant toute la vie de l'existence d'un lac, de nutriments en son sein. Ce processus naturel, normalement, on l'a sur une échelle de temps qui va de la centaine d'années à plusieurs siècles. Donc c'est ça le processus naturel. Nous, le processus qui nous intéresse, c'est l'eutrophisation liée à l'activité dite anthropique, donc anthropique pour activité humaine, parce que cette eutrophisation liée à notre activité, au lieu d'être sur un pas de temps de centaines d'années jusqu'à milliers d'années dans certains cas, on va être sur des pas de temps de dizaines d'années.
on va avoir un processus qui va être extrêmement accéléré, qui va bouleverser toute la physico-chimie d'un lac, qui va bouleverser tous ses écosystèmes et qui peut, enfin, qui va faire vieillir un lac de façon prématurée, mais à une vitesse très très rapide. Donc concrètement, qu'est-ce que ça fait cette eutrophisation? Donc là, je vous présente un ensemble de 6 petits bassins. Donc on va dire que c'est des petits bassins expérimentaux qui schématisent un lac. Si on prend le premier schéma en haut à gauche, vous allez avoir un petit bassin où l'eau elle est de bonne qualité, où vous avez une lumière qui arrive bien à pénétrer dedans. Et là, vous allez juste vous amuser à saupoudrer des nutriments dedans. Ces nutriments, ça va être du phosphore et de l'azote. La présence de ces nutriments vont être consommés en fait par des micro-organismes qui sont principalement des algues et du phytoplancton. Mais quand ils vont commencer cette alimentation, quand ils vont consommer ces nutriments-là, ça va déclencher chez eux un phénomène naturel qui est la reproduction. Donc ils vont se reproduire. Ils ont à manger, ils ont de la lumière, ils se reproduisent, tout va bien. Ils ont tellement de nourriture qu'ils continuent de se reproduire et qui continuent de se reproduire et tout va bien. Sauf qu'à un moment donné, ça va moins bien. C'est que la lumière, avec la densité des micro-organismes que vous avez dans votre bassin, va moins pénétrer. Vous allez commencer, donc là on va arriver sur le schéma 3 de la ligne du haut, où vous allez commencer à avoir trop de monde, plus assez de place. Il y a toujours beaucoup de nutriments, mais il n'y a plus assez de place. Il y a moins de lumière qui pénètre, donc tous les organismes photosynthétiques vont commencer à mourir. Et leur mort va engendrer une décomposition cellulaire. Donc là, on arrive au début de l'effet boule de neige. On va arriver au premier bassin de la deuxième ligne, et là, comme les organismes meurent, ils vont être décomposés. Qu'est-ce qui décompose les organismes vivants? Là, dans notre cas, ça va être surtout des bactéries. Les bactéries, pour décomposer la matière organique des végétaux, elle a besoin d'oxygène pour pouvoir dégrader ça. Donc elle va consommer l'oxygène qu'il y a dans votre eau. Et là, on va avoir le même chose, le même procédé qu'au lieu de l'avoir avec des plantes, on va l'avoir avec des bactéries. Donc les bactéries, elles ont plein de choses à manger, elles vont consommer l'oxygène. Sauf qu'à un moment donné, il n'y a plus assez d'oxygène. Puis en plus, la lumière pénètre plus. Donc on est vraiment sur l'effet de boule de neige, ça s'emballe, ça s'emballe. Moins d'oxygène dissous. Donc là, c'est les bactéries qui vont commencer à mourir. Et là, vous avez ce qu'on appelle la chaîne trophique, donc la chaîne d'alimentation du vivant, qui va mourir à tous les niveaux. Et cette mort d'espèces animales et végétales va finir par arriver au fond du lac. On va schématiser ça en disant que ça va faire un peu de la boîte là au fond. Et c'est dans ces résidus organiques qu'on va avoir ce qu'on appelle dans le jargon scientifique des composés réducteurs, des thiols, et on va aussi avoir du gaz qui va se former. On va avoir du CH4 qui va ressortir, qui peut ressortir. Et ça, c'est le dernier stade pour dire qu'en fait, là, vous êtes sur un plan d'eau qui est complètement mort. Il n'y a plus de vie organique et vous avez juste de la matière organique en décomposition qui est au fond. Et ça, on l'observe très bien, hein. Des fois, on peut se promener, et puis sur un plan d'eau, dans un endroit où il y a beaucoup de boîtes, on plante un bâton dans l'eau et puis on voit des bulles qui ressortent. Bah, ces bulles-là, si vous faites l'expérience et que vous avez un briquet, vous les allumez, c'est du méthane, ça brûle, c'est du gaz. Donc c'est vraiment un résidu de décomposition organique. Donc c'est vraiment ça le processus de l'eutrophisation. Donc concrètement, comment est-ce qu'on peut voir déjà des petits indicateurs d'eutrophisation sur le terrain? Comment est-ce qu'on peut observer des choses étranges qui nous disent, ah tiens, il y a quelque chose par rapport à un surplus de nutriments dans l'eau? On peut déjà observer les algues filamenteuses. Ça, tout le monde en a déjà vu au moins une fois dans sa vie s'il est allé sur une rivière ou un lac. Donc c'est un organisme qui fait partie de la famille des algues qui est tout à fait naturel. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est apparu comme ça. C'est un organisme qui est présent naturellement dans l'écosystème, mais qui va avoir tendance à être très réactif à partir du moment où il y a une surprésence de nutriments dans le cours d'eau ou dans le lac. Et là, il va se reproduire très rapidement. Donc, c'est vraiment un organisme qui réagit très vite à la présence de nutriments dans l'eau. Il est absolument pas toxique, hein, il n'est pas dangereux, il va juste être un peu contraignant et il va avoir un impact sur les activités anthropiques, sur les embarcations, etc. L'autre indicateur qu'on peut avoir, c'est la présence d'algues bleu-vert, ou on l'appelle aussi communément les cyanobactéries. Donc cet organisme-là, c'est pas une algue, c'est pas une plante aquatique, c'est pas une bactérie non plus, c'est entre les deux.
c'est un organisme unicellulaire, donc c'est vraiment petit. Donc c'est vraiment entre l'animal et le végétal. C'est un organisme qui est capable de faire de la photosynthèse aussi. Et il est présent naturellement aussi dans l'eau quand l'équilibre nutritionnel est correct. Donc on voit là sur la photo en bas à droite, on voit un petit échantillon pris par une de nos collègues, et on voit des petites particules en suspension dedans, c'est tout petit, hein, c'est des tout petits grains de sable en suspension comme ça, donc c'est des cyanobactéries. Donc on peut les voir comme ça dans un échantillon d'eau, mais quand les conditions pour se développer sont optimales pour cet organisme-là, donc des bonnes températures, la température de l'eau qui est convenable pour lui, donc plutôt chaude, et un apport en nutriments important, et une eau relativement calme, on va avoir ce qu'on appelle l'apparition de fleurs d'eau ou bloom. C'est-à-dire que c'est des organismes qui vont réagir très très rapidement, qui vont avoir une division, donc une reproduction très rapide, et on va avoir ce phénomène de bloom qui va vraiment apparaître sur un lac où on va avoir comme la photo en bas à gauche où on a l'impression qu'on a littéralement déversé un bidon de peinture dans le lac. Donc c'est vraiment très fort, très fluo, très vif. Et ça témoigne en fait d'une reproduction de ces organismes-là, et ça laisse sous-entendre qu'il y a eu beaucoup de nourriture pour qu'ils puissent se reproduire de cette façon-là. Et ça peut aussi, ces organismes-là peuvent engendrer des problèmes de santé publique. C'est-à-dire que c'est des organismes qui, pour se défendre un peu dans leur écosystème, vont sécréter des cyanotoxines. Ça peut être dangereux pour l'homme quand on est sur des quantités qui sont vraiment impressionnantes. Donc c'est dangereux pour l'homme et puis même pour votre chien, animal de compagnie, faut pas aller se baigner dans une eau comme ça, faut pas la consommer. Donc faut être vigilant à ça. Faut aussi pas confondre ce phénomène-là avec le pollen au printemps. Souvent, on va avoir des grosses envolées de pollen qui vont se coller sur l'eau et ça va faire un petit nappage là, jaune orangé. On peut croire des fois que c'est des cyanobactéries, c'est pas forcément le cas. Donc, faut être vigilant, faut aussi s'informer là-dessus. On est là aussi pour guider les gens sur ce genre de phénomène. Mais quand on observe ce genre de choses, c'est généralement symptôme d'un problème lié à l'eutrophisation d'un milieu. Donc là, je vous ai dépeint un peu un portrait assez laid là, sur le monde végétal. Mais j'ai volontairement remis ces images-là pour rappeler que la flore aquatique, que ce soit des algues ou des plantes, dans la partie littorale d'un lac, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et c'est justement quelque chose aussi qu'il faut préserver parce que ça fait partie de l'écosystème d'un lac, c'est un de ses organes dans le fond. Et sans ces végétaux, il y aurait des écosystèmes qui n'arriveraient pas à tenir. Il y a des zones de frayère pour les poissons, pardon. C'est des zones aussi pour l'alimentation de la vie faune, hein. Là, on a un grand héron qu'on peut voir, il se met au bord du lac aussi pour pêcher à travers ces herbiers. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut éradiquer, hein, la végétation aquatique, c'est quelque chose qui est naturel. Mais ce qui l'est moins, c'est quand on va avoir cette prolifération massive de ces herbiers, de ces organismes photosynthétiques qui vont s'emballer et recouvrir des zones de plus en plus grandes et rapidement sur un lac. C'est ça qu'il faut retenir. C'est vraiment cette vitesse de propagation de ces organismes sur lequel faut être vigilant. Alors, on va revenir sur notre objectif de projet, là. Donc, le projet de la villégiature. Ce soir, on va donc vous présenter les deux premiers objectifs. L'objectif 1 qui était de déterminer la qualité de l'eau du lac. Donc on est déjà sur un premier zoom, le lac, la qualité de son eau. Le deuxième objectif, là on recule encore un petit peu. On va voir un peu les activités anthropiques sur les bassins versants et l'occupation du sol. Donc on a bien zoomé sur notre lac. On recule pour voir un peu comment ça se passe au niveau des bandes riveraines et de l'occupation du sol. Et c'est ces deux objectifs-là qui nous permettent de faire un état des lieux de votre lac. L'objectif 3, c'est ce qui va venir par la suite de cette présentation et c'est quelque chose qu'on va mettre en place là après les fêtes, courant janvier. Ça va être de la réalisation d'un plan d'action propre à chaque lac en fonction des problématiques qu'on aura rencontrées et traitées, et aussi des réactions par rapport à l'ensemble des riverains qui sont présents aux présentations ou qui veulent nous interpeller via notre adresse courriel sur des observations, des choses qui les interpellent. Donc tout ça, ça va avoir, l'objectif 3 va avoir pour but
de réaliser ces plans d'action en concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire, avec les municipalités, les associations de lacs, les MRC, donc le maximum de personnes qui sont concernées par la santé du lac. Pour l'objectif 1, comment est-ce que ça s'est déroulé? Donc certains d'entre vous le savent par rapport à, par exemple, l'indicateur de transparence. La transparence, c'est un indice, c'est un indicateur qui nous permet d'évaluer l'eutrophisation. Donc l'ensemble des choses que je vais vous parler là, c'est tous les indicateurs qui nous permettent d'en arriver à un bilan d'eutrophisation de lac. Donc on commence par la transparence avec le disque de Secchi. Donc comment fonctionne un disque de Secchi? C'est un disque noir et blanc que vous avez au bout d'une corde. Vous allez dans une embarcation, vous laissez descendre ce disque. Quand vous le voyez plus, vous prenez la mesure la mesure de la profondeur de votre corde. C'est un indicateur qui nous permet de voir d'évaluer, d'avoir une indication sur la quantité de matière en suspension dans la colonne d'eau. Pour rappel, la colonne d'eau, c'est depuis la surface jusqu'au substrat. Donc c'est vraiment un indicateur de quantité d'éléments en suspension dans l'eau. Ensuite, on a fait des tests d'eau, tout simplement avec des bouteilles qu'on on faisait des échantillonnages. Ces échantillonnages d'eau avaient pour but de quantifier la présence de nutriments dans l'eau et aussi la présence de chlorophylle A pour quantifier s'il y avait beaucoup de chlorophylle A, c'est aussi un indicateur qu'il y a beaucoup de nutriments. Donc, c'est des signaux qui se croisent. Donc, en nutriments, mesurer principalement le phosphore et l'azote. Ensuite, on a effectué ce qu'on appelle des profils d'oxygène et de température. Donc, je vous parlais de colonne d'eau. Bah là, en fait, le profil, c'est qu'on va descendre une sonde de température et une sonde d'oxygène. Et à tous les mètres, on va prendre la mesure. Donc, on va la descendre jusqu'au fond du lac. Et à tous les mètres, on prenait la mesure de température, la mesure d'oxygène. L'ensemble de ces mesures nous fait ce qu'on appelle un profil de température et un profil d'oxygène du lac. Pour faire toutes ces mesures, on les faisait toujours au même endroit. Donc pour une rigueur scientifique, c'était toujours d'aller au même endroit. Donc on matérialisait notre emplacement avec une bouée lestée sur le lac que vous avez dû voir. Et ces mesures ont été faites pendant le printemps, en été et en automne. Il y a juste l'hiver qui n'a pas été échantillonné. Je vous ai parlé de nutriments quand je vous parlais d'analyse, là, d'analyse de l'eau, et je vous parlais de l'azote et du phosphore. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment les deux éléments les plus importants dans le processus d'eutrophisation des plans d'eau. Donc, dans quoi on les retrouve? L'azote, on les retrouve principalement dans les effluents industriels et municipaux. On les retrouve principalement aussi dans tout ce qui est engrais chimiques, enfin, chimiques ou organiques, hein. On retrouve chez les particuliers, donc chez les gens ou même dans le milieu agricole. Et on a aussi le phosphore, donc c'est un élément, je le trouve, lui, je l'aime. Lui, c'est un coquin, lui, je l'aime un peu moins, il est assez vicieux dans son fonctionnement. Il... des fois, on le voit pas, il est quand même assez particulier. C'est quelque chose qui réagit avec l'oxygène aussi, qui va avoir des capacités de réagir avec des eaux oxygénées et qui va diminuer cette quantité d'oxygène dans l'eau, qui peut se retrouver aussi au fond du lac. Donc, c'est un élément qui est un peu plus vicieux, voilà. On le retrouve principalement aussi dans les effluents municipaux et industriels. On peut le retrouver aussi à la sortie des installations septiques avec l'usage de détergents et autres savons contenant du phosphate. Et là, je vous ai mis, alors je fais pas de la pub pour Tide, hein, loin de là. Justement, je fais de la contre-pub en vous disant que si vous avez ça chez vous, bah, c'est la meilleure lessive pour mettre le maximum de phosphate et de phosphore dans l'eau, en fait. Donc, je vous déconseille fortement l'usage de cette lessive-là et d'être vigilant aussi hein, aux détergents utilisés qui sont quand même des produits qui comprennent bien souvent beaucoup de ces molécules-là. Et si ça vous intéresse, on a aussi une liste à vous proposer de produits qui sont quand même plus respectueux de notre environnement et de notre santé et moins riches. L'objectif 2, donc là on a parlé du lac, on a fait en gros la prise du sang du lac. Maintenant on va prendre un peu plus, voir comment est-ce qu'il se comporte à l'extérieur. Donc on a fait l'évaluation des bandes riveraines et l'occupation du sol.
Donc l'occupation du sol du bassin versant, c'est vraiment à plus grosse échelle, où on a répertorié un peu par travail cartographique les occupations qu'on pouvait avoir en distinguant les zones forestières, les zones agricoles, les zones urbaines, etc. Donc ça, c'est vraiment l'occupation du sol au sens large. Et après, il y a eu le travail qui a été fait par mes collègues durant la période estivale de 2024, qui était l'évaluation des bandes riveraines. Donc, les bandes riveraines, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont allées sur le lac et elles ont sillonné le lac. Donc, depuis l'intérieur du lac, elles ont pris euh, d'une largeur de 15 mètres. Elles ont évalué les bandes riveraines sur une largeur de 15 mètres depuis la rive. Donc, cette évaluation-là ne s'est pas faite au hasard. Elle s'est faite sur des critères bien particuliers où, en fait, en fonction des structures paysagères rencontrées sur une largeur de 15 mètres sur tout le pourtour de votre lac, on a distingué différents types d'habitats. Je parle d'habitat pour structure paysagère. Donc, si on était sur un type d'habitat qui était favorable au bon fonctionnement d'une bonne riveraine dans le terme écologique, on attribuait une note forte. Par exemple, la présence d'arbres et de forêts, on pondérait cette présence sur cette bande riveraine avec un indice de 10. Si par exemple on se retrouvait sur une allée bituminée ou alors une zone d'enrochement, ça ne remplit pas En gros, ça sert à rien pour la bande riveraine, si je peux dire, donc on attribuait une note beaucoup plus faible. Et là, par exemple, là, les socles rocheux, il avait une note de 3,8. Donc en compilant ces notes-là, on attribuait par secteur, par paysage, une note propre à la bande riveraine et une indication d'état de bonne santé ou non. Donc une bande riveraine, qu'est-ce que c'est? Une bande riveraine, on va faire les choses vraiment simples, puis on va agrémenter un peu plus. Une bande riveraine, c'est une éponge. C'est une très grosse éponge. Cette éponge-là, vous la mettez sur votre table et en fait, c'est quoi son rôle? C'est qu'elle va ça va être le bouclier de votre lac. Donc, elle va retenir le maximum de nutriments qui peuvent se déverser dans le lac et elle va aussi éviter l'érosion des berges de votre lac. Donc, c'est une éponge sur laquelle vous versez des nutriments et les nutriments, on va dire que c'est un verre d'eau. Donc, on se rend bien compte qu'à un moment donné, bah, votre éponge, elle va absorber toute l'eau, mais elle a une limite. Bah, c'est un peu ça aussi une bande riveraine. Donc elle va retenir ce qu'elle peut retenir. C'est pour ça qu'on parle d'une largeur minimum de 10 ou 15 mètres. C'est que en fonction de la topographie qu'il peut y avoir, si on est en pente, bah, il va falloir une bande riveraine beaucoup plus large que si on est sur du plat pour pouvoir essayer de capter le maximum de nutriments. Donc elle va avoir un rôle de filtration, un rôle de rétention pour éviter d'avoir du lessivage minéral quand on a une forte crue, par exemple, où on va avoir des eaux boueuses. Bah, la présence de bandes riveraines évite ça. Ça crée des habitats parce qu'il y a des organismes qui y vivent, hein, des organismes protégés, comme des amphibiens qui peuvent utiliser les bandes riveraines comme zone d'hivernage et puis après venir dans les bordures du lac en zone de reproduction. Et ça va aussi créer des zones d'ombrage, donc les zones d'ombrage qui sont vraiment essentielles aussi pour la régulation de la température au bord du lac. Là, je vais vous montrer, voilà, juste pour illustrer un peu la bande riveraine. La bande riveraine, tout à l'heure, je vous ai montré hein, la présence de forêts, d'arbres, etc. C'était un très fort indicateur de la bande riveraine. Ça avait une note de 10. Donc, c'est un élément très important de la bande riveraine. Et là, je vous présente juste vraiment, à titre de curiosité, le système racinaire d'un épicéa commun. C'est assez incroyable quand on regarde un peu l'échelle de voir que là, c'est un jeune épicéa. Il est pas très grand, hein, il fait même pas 1 mètre de haut. Et on se rend compte en fait du système racinaire qu'il peut avoir en dessous de nos pieds, là. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que ce système racinaire-là, de cette plante-là, c'est aussi ça qui va jouer le rôle d'éponge. Donc quand on retire ces arbres-là ou quand on les fait disparaître, et ben c'est toute cette zone en fait d'où on a un système racinaire qui pourrait être performant et maintenir votre sol, retirer des nutriments qui arrivent en surdosage potentiellement. Donc c'est vraiment pour montrer le pouvoir qu'il peut y avoir sous nos pieds qu'on ne voit pas forcément. Et enfin, l'objectif 3, donc l'objectif qui est à venir, ça va être cette réalisation de 10 plans d'action, donc un par lac, sur les problématiques qu'on a observées. En fonction des lacs sur lesquels on a travaillé, on ne va pas du tout avoir les mêmes problématiques, on ne va pas non plus avoir les mêmes conflits d'usage. C'est pourquoi on ne peut pas faire un plan d'action unique pour l'ensemble de ce projet-là. On est obligé de pouvoir proposer des choses qui vous concernent, vous, en tant que membre, que riverain du lac
et de pouvoir travailler avec la municipalité de votre lac, les associations de lacs s'il y en a ou pas. S'il n'y en a pas, on invite fortement les gens à en créer une et de trouver un dialogue comme ça pour essayer d'améliorer le constat qu'on aura fait de votre lac. Donc c'est quelque chose qui est à venir et c'est quelque chose que justement l'implication des municipalités et des associations de lacs, pardon, sont vraiment indispensables. Vraiment, on le demande fortement. Donc on va commencer les résultats, mais avant ça, est-ce que vous avez des petites questions sur déjà un peu tout ce que je vous ai expliqué depuis le début? Moi, j'ai rien dans le chat jusqu'à date. C'est trop clair, faut que je sois moins clair, je pense. Donc on va pas faire durer le suspense, on va vraiment parler des résultats du lac Michaud sur la campagne 2024. Voilà les premiers résultats. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, ça va être ce qu'on appelle, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le profil oxygène-température de votre lac. On est passé à trois dates, donc le 9 mai, le 8 août et le 22 octobre. Si on prend le 8 mai, le 9 mai, là, pour simplifier la chose, donc on a vraiment une température. La température, c'est la ligne bleue et l'oxygène, la ligne rouge. Ce qu'on se rend compte, c'est que la température depuis la surface de votre lac jusqu'au fond du lac, elle est identique. Ça rappelle quelque chose par rapport à la vinaigrette de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est identique partout, là. L'oxygène, c'est pareil. On voit que la concentration d'oxygène à la surface et en profondeur du lac, elle est identique. Donc là, on a fait de la vinaigrette. On est dans une phase de brassage. Le lac, il est en brassage. Là, il n'y a pas de stratification de la colonne d'eau. L'eau, elle est uniforme de la surface jusqu'au fond, grâce au vent, grâce à la fonte des neiges, qui tranquillement permet un mouvement et une circulation de matière dans le lac, et on a une eau qui est homogène. Pour la période hop là, pour la période du 8 août, là déjà nos courbes elles sont plus trop parallèles, enfin c'est plus parallèle du tout. Là, on observe des choses qui se passent. Donc cette première zone-là, c'est que là on voit bien qu'à un moment donné, notre température et notre oxygène diminuent drastiquement. Donc là, c'est quelque chose où, là, on n'est plus en train de faire de la vinaigrette. Là, on a vraiment notre vinaigre et notre huile qui déphasent. Donc là, on arrive sur une zone où on va avoir une stratification. Donc on va avoir deux couches d'eau qui vont se former. Mais là, par contre, on observe autre chose. C'est que, d'accord, on a une stratification, donc on a une diminution de la température qui est corrélée, la température est corrélée aussi à la quantité d'oxygène dans l'eau. Mais là, ce qu'on observe, c'est que à partir du cinquième mètre, et je dirais même à partir même de 3,50 m de profondeur, on observe, excusez-moi, un phénomène qui s'appelle de l'anoxie. C'est-à-dire que votre lac, à partir de cette profondeur-là, il a plus d'oxygène. Il n'y a plus d'oxygène de dissous dans l'eau. Plus d'oxygène, ça signifie juste la mort des organismes ou la fuite des organismes présents dans cette partie-là du lac. Donc là, le fond du lac n'a plus d'oxygène, donc ne peut plus accueillir la vie aérobie, on appelle ça, donc la vie qui a besoin d'oxygène pour vivre. Donc c'est quelque chose qui est quand même remarquable dans le sens que dans de façon naturelle, ça, on ne l'observe pas sans raison très particulière. Donc, quand on voit ça, les gens on se dit qu'il y a quelque chose qui marche pas bien. Et on repart pour la période automnale, où là, on revoit un équilibre qui se fait avec la température et l'oxygène qui se remettent parallèles. Donc, on retombe sur une phase de brassage du lac. Donc, voilà le premier constat concernant le profil de température et d'oxygène pour le lac Michaud en 2024. Ensuite, maintenant qu'on a vu le profil, on va voir aussi maintenant les prélèvements d'eau. Savoir qu'est-ce qu'on a retrouvé en termes de nutriments dans les échantillons d'eau qu'on a fait du lac. Donc pareil, pendant la réalisation des profils, on a fait les réalisations d'échantillonnage. Enfin, on a fait les échantillonnages, pardon. Pour le 9 mai, pour le 8 août et le 22 octobre. Plus l'indicateur est d'une couleur bleue, on va dire, meilleur se trouve l'indicateur. Plus vous allez vers une couleur de vert foncé, moins ça va.
Et là, ce qu'on constate, c'est que on a des concentrations en azote qui sont extrêmement élevées pour la période du 22 octobre. On a aussi une présence de chlorophylle A présente dans le lac qui est aussi extrêmement élevée. Et on a aussi une transparence qui est inquiétante. C'est-à-dire qu'on est sur un lac qui fait un peu plus dans les 6 mètres de profondeur. Notre indice de transparence donc du disque de Secchi, on voit 1,6 m au printemps, mais 37 cm en été et 45 cm en automne. C'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Vraiment pas. Ce qui fait que l'indicateur global qui en ressort sur ces analyses-là, ça nous donne un lac qui est considéré comme hypertrophe. Hypertrophe, si vous prenez le petit dessin en bas que je vous présente, on est vraiment complètement à droite. Donc ça veut dire que c'est un lac qui est saturé en nutriments, qui a un développement algal et bactérien avéré, et qu'on est sur une tendance de mort de la vie aquatique. Donc là, c'est vraiment ça qui est important là, c'est que le lac, il va pas bien. Je voulais aussi rappeler un peu les antécédents du lac Michaud. C'est qu'il y a eu des analyses qui ont été effectuées aussi en 2021 concernant les micro-organismes que je vous parlais tout à l'heure, donc les cyanobactéries. Et les analyses prouvaient déjà en 2021 que la présence de ces cyanobactéries avait une concentration tellement grande qu'il y avait eu production de cyanotoxines et que ces cyanotoxines retrouvées dans l'échantillonnage de 2021 présentaient un taux anormalement élevé par rapport à la réglementation et aux règles sur la qualité de l'eau. On le voit là, on était à 39 000, alors que la concentration, 39 000 nanogrammes par litre, alors que la concentration maximale qu'on pouvait avoir, c'était 1500. Donc on est vraiment sur des quantités importantes. On voyait aussi que l'eau de baignade, Santé Canada recommandait une concentration inférieure à 20 000 nanogrammes par litre. Là, bon, on était quasiment au double. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas prendre à la légère, hein. C'est quelque chose de sérieux, puisque là, en dehors je vais y arriver, de la prolifération des microalgues, des micro-organismes, là, on a un problème de santé publique qui apparaît. Et c'est malheureusement le processus un peu logique quand on arrive sur une eutrophisation qui est un peu trop importante sur un lac. C'est que, ben, à un moment donné, la balance d'écosystème est trop perturbée et là, on se retrouve avec des problématiques qui sont plus que des problématiques environnementales. J'ai envie de dire que là, ça nous concerne directement sur la santé publique. On va revenir sur quelque chose d'un peu plus joyeux quand même, c'est que bah, on n'a pas de moules zébrés en 2024 sur le lac, donc c'est quelque chose d'encourageant. Il n'y a pas de moules zébrés qui ont été détectés. Faut que ça continue comme ça. Faut vraiment continuer à essayer de préserver nos lacs de cette espèce exotique. On a fait une analyse aussi des coliformes fécaux. Alors, l'indicateur des coliformes fécaux qu'on a fait au 8 août nous présente que l'eau est excellente et que tous les usages récréatifs sont permis. Bon, je tiens quand même à pondérer cette analyse-là, parce que les coliformes fécaux, on peut passer à côté. C'est-à-dire qu'on peut les avoir comme ne pas les voir. Il faut des suivis qui sont comme beaucoup plus réguliers. Les coliformes ont aussi des durées de vie qui sont assez courtes, hein. C'est une durée de vie d'à peu près 2 3 jours dans l'eau. Si on n'a pas d'apport constant, on peut passer à côté. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a non plus. Donc c'est vraiment à prendre un peu avec des pincettes, cet indicateur-là. C'est un indicateur qu'on a quand même souhaité mesurer si jamais il y avait eu un très gros déversement dans le lac. Mais voilà, c'est un indicateur qu'il faut quand même relativiser et se dire que c'est quelque chose qui doit être suivi régulièrement pour avoir un bon signal de cette variable. Là, je vous présente donc l'indicateur de transparence. Donc, il est de 0,77 mètres en moyenne sur l'année. Je remercie grandement aussi à la Sentinelle pour son travail parce qu'on a quand même un bon relevé. On a eu quelque chose d'assidu avec une quantité de relevé qui est intéressante. On voit aussi la pertinence d'avoir votre aide hein, dans le cadre des Sentinelles. C'est que le fait d'avoir, nous, on a effectué 3 mesures
quand on faisait nos échantillonnages. Mais le fait d'avoir une sentinelle sur le lac, ça nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste. On a beaucoup plus de points, beaucoup plus de détails, ce qui permet derrière, sur l'analyse, de comprendre un peu mieux comment la transparence peut évoluer. Et la pertinence d'avoir cette aide, elle est grande parce que si, mettons, j'avais juste le premier point en bas à gauche et le dernier point en haut à droite, la conclusion serait tout autre que si j'avais tous ces autres points. On voit qu'il y a des variations, on voit qu'il y a des fois où ça descend, voilà, donc on comprend mieux un peu la dynamique du lac, d'où l'importance du travail des sentinelles dans le relevé de transparence. Donc encore merci. Mais voilà, l'indicateur montre qu'on est à 77, j'ai mis mètres, ouais non c'est ça, 0,77 mètres de profondeur en moyenne sur l'année. Si on prend des mois, par exemple en août, on est bien, mais quand on prend en septembre, là, plus vers la période automnale, on voit qu'on chute quand même drastiquement, hein, avec un minimum à 33 cm de transparence au 7 août. Donc là, on a fait les prises de sang du lac, je vous ai présenté les résultats. Là, on va prendre l'échelle un peu plus grande, on va voir un peu l'occupation du sol du lac qui pourrait justifier, en fait, d'une certaine manière, essayer de trouver, en fait, des causes à cette eutrophisation. Donc là, on va avoir le lac Michaud avec l'occupation du sol autour du lac sur le bassin versant. Et on voit un peu où se situe le lac par rapport à différents types d'habitats qu'on peut retrouver autour. Donc sur l'ensemble du territoire, on a à peu près 46% qui est en milieu forestier, mais on voit qu'on a un bon 26% qui est en milieu agricole et un 3,44% de zone anthropique, mais on voit bien là où se trouve la villégiature autour du lac, donc sur la face nord. Donc il faut retenir ça, il faut retenir la villégiature qui est sur la face nord, l'activité agricole qui est principalement sur sur le nord du lac, du sud-ouest au nord du lac. Donc on a une forte activité agricole de ce côté-là et on voit aussi sur la partie sud-est une zone forestière avec l'ancienne zone où il y a eu une coupe à blanc il y a quelques années déjà. Là, je vous présente une autre carte d'occupation du sol, mais à date de 2006 cette fois-ci. Pourquoi je vous la présente? C'est que si je regarde comme ça, c'est juste pour vous montrer que l'occupation du sol a pas réellement significativement changé depuis 2006. On est toujours sur une occupation du sol qui est majoritairement dominée par une activité agricole et par une activité de villégiature avec la présence des petits chalets en la date de 2006. Ensuite, donc là, on était sur l'occupation du sol. On réduit, on revient sur ce que je vous ai présenté tout à l'heure, qui était l'indice de qualité des bandes riveraines. Donc, encore une fois, cet indice-là a été fait sur une largeur de 15 mètres autour de votre lac, où l'ensemble des structures paysagères ont été évaluées et on a attribué une note plus ou moins grande en fonction de la pertinence au regard de l'utilité de la bande riveraine. Donc on remarque qu'il y a 54% de votre lac qui comportent des bandes riveraines fonctionnelles, qui sont en bon état. On les repère majoritairement au sud du lac et sur la face est, donc sur la face plutôt forestière. Mais sur la face nord, nord-ouest et nord-est, on voit que là, on est déjà sur des bandes riveraines qui sont plus ou moins dégradées. Donc on est quand même avec un 3% où c'est fortement dégradé, un 25% qui est dans un état d'imperméabilisation avancée. Et c'est là où on trouve aussi la villégiature. Donc c'est ça, il faut se rappeler qu'il y a plus au nord, on a aussi l'agriculture, etc. Donc il faut garder un peu cette dynamique-là dans la tête pour essayer de trouver en fait une explication au constat. Là, c'est juste un petit bilan de ce que je vous ai présenté. Donc voilà, 37% des bonnes riveraines sont très artificialisées à totalement artificialisées. Donc quand c'est ça, on considère que votre éponge, là, vous l'avez coupée d'un tiers. On a retiré un tiers de l'éponge qui était capable de récupérer des nutriments provenant de l'extérieur. Et on a 63% de la bande riveraine, par contre, qui, elle, est fonctionnelle. Encore une fois, sur une distance de 10 à 15 mètres. Là, vous parlez du lac Plourde. Oui, c'est une erreur de ma part. J'ai vu ça, je me suis dit, ah,
peut-être que vous allez pas le voir, mais c'est une erreur de ma part. C'est que j'ai oublié de changer le titre. D'accord. Je me prendrai un coup de bâton plus tard, là. Donc voilà un peu le constat qu'on a sur votre lac. Pour revenir sur les bandes riveraines, je voudrais quand même aussi rappeler ce rôle qu'il a en termes d'éponge. Là, on a vu que c'est vraiment au sud hein, que l'éponge elle est fonctionnelle. Mais est-ce qu'au sud, il y a des verres d'eau qui se déversent sur ces bandes riveraines-là? Et c'est ça la question. Est-ce qu'au nord, on n'aurait pas une éponge qui est plus petite et on verse un verre d'eau dessus, alors qu'au sud, on a une belle éponge, mais il y a le verre d'eau, même s'il est versé dessus, il est absorbé. Donc voilà, c'est un peu ça qu'il faut retenir par rapport à l'efficacité des bandes riveraines. Donc avant de commencer la conclusion et les suggestions, est-ce que vous avez des choses à me dire? Moi, j'ai toujours rien à part l'erreur du lac Plourde dans les commentaires. Fait que je vous laisse la parole. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous attendiez? Est-ce que vous saviez que c'est... Est-ce que vous êtes choqué par rapport à quelque chose? Il y a quelque chose que vous comprenez pas? C'est c'est ça. J'ai voulu aussi revenir sur des actions passées hein, de 2021 pour aussi reparler de ça. Nous, quand on avait fait cette analyse-là, ça nous avait fortement interpellés. Donc voilà, la parole est à vous. Lorsque tu parles de la bande riveraine, on parle de 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres. Généralement, je sais que ça dépend de la pente aussi, Ouais, c'est mais ça. une règle générale, on parle de quelle distance en 15 mètres. 15 mètres. En fait, si tu veux, une bande riveraine, on est obligé de donner de standardiser un peu notre mesure. Donc nous, on l'a fait sur une largeur de 15 mètres parce que la largeur de 15 mètres dans la littérature, on la considère comme cette distance-là comme efficace, même si tu es sur une pente d'à peu près 30%. Mais c'est toujours pareil, c'est que c'est des cas par cas, ça va dépendre aussi de ton sous-sol, si on est sur un sol qui infiltre ou pas. Donc c'est quelque chose qui va changer, mais nous, dans notre cadre, on est obligé de standardiser. On a pris une distance de 15 mètres. Donc c'est pour ça que là, tout ce que vous voyez, c'est vraiment la bande riveraine évaluée sur une largeur de 15 mètres depuis la rive du lac jusqu'à 15 mètres un peu plus dans l'été. J'ima- Généralement, c'est le moment où on est tous en train de se dire, alors mon chalet, il est là, puis on voit un peu comment ça se passe autour, mais voilà, faut pas être étonné aussi des résultats, puisque encore une fois, on l'a pris par rapport à la fonctionnalité de la bande riveraine. Le fait que le lac a vraiment descendu cet été, est-ce que ça a affecté les résultats de la bande riveraine? Parce qu'il y a beaucoup de roches sur le bord du lac, là, puis Alors, par rapport à cet indicateur d'eau, c'est vrai qu'on était sur une année qui était quand même un peu pluvieuse, on se le cache pas. L'effet de ça, ça va juste grossir le trait d'un constat qui est déjà présent. C'est-à-dire que c'est, j'ai envie de dire, comment vous expliquer ça? Le trou est déjà là, on va dire, mais le fait que ça s'assèche, ça va le rendre encore plus remarquable. Le phénomène est déjà présent, le fait d'avoir moins d'eau, d'avoir eu de fortes températures aussi, ça va juste exacerber en fait ce qu'on vous présente là. Ben, en fait, si je peux complémenter, là, Oui. en fait, on commence à... le 15 mètres commence à la ligne des hautes eaux. Fait que si, par exemple, il y avait eu, tu sais, une énorme sécheresse, il n'y aurait pas plu de l'été, puis le lac aurait descendu de 2 mètres, là. Là, j'exagère, là. Ah Mais tu sais, on oui. n'aurait pas parti notre évaluation d'à partir de là où l'eau arrête. Oui. Hmm. On commence notre évaluation à la ligne des hautes eaux. Puis ça, c'est relativement ben, facile, là. C'est pas toujours facile à voir, là, loin de là, mais tu sais, on
on voit des fois là, la différence d'eau. Oups, l'eau a vraiment diminué, la ligne des hautes eaux est là. Fait que nous, on commence notre évaluation à partir de là. Fait que le lac ait été beaucoup plus bas, ça n'a pas vraiment changé l'évaluation des bandes riveraines, là. Ça ne l'a pas rendue moins bonne si l'eau était plus basse, non. Ce que ça aurait pu faire cet été, c'est plus des impacts sur les analyses d'eau et non pas les bandes riveraines. OK. Parce que je J'ai suis quand même aussi... surprise de voir, si on regarde la photo, là, au nord, nord-est, du côté qu'on voit là, la route sur le chemin Gagnon, là, Mhm. il y a Mhm. quand même pas mal d'arbres dans ce coin-là, puis c'est tout jaune, là. Ouais, Ouais. Qu'est-ce qui Alors, ouais. explique ça? c'est que c'est ça, c'est que là, on parle d'un alignement d'arbres, mais c'est que, encore une fois, c'est sur une largeur de 15 mètres. Et puis, si c'est juste un arbre, c'est pas suffisant. Je grossis le trait, mais mettons, en fait, il faut que ça soit une structure qui soit beaucoup plus tough par rapport à juste une rangée d'arbres. C'est que il faut. Non, mais excusez, c'est qu'il n'y a pas juste une rangée d'arbres, là, il y a plein d'arbres dans ce coin-là, Ouais, hein. Puis mais c'est ça. Euh, Là, vas-y, tu voulais. si je compare à la zone qui est verte juste en haut de ça, ouais. il y Hmm. a beaucoup plus d'arbres dans ce coin-là qu'il y en a sur la zone verte Je plus comprends ce que haut, là. vous voulez dire. Je me rappelle de cette section-là. Ah, puis c'est toi qui l'as fait dans le fond, c'est vrai. Michel, là, je crois, qui parle. Oui, Daniel. Oui, c'est Michel. Oui. C'est que on est allé en tronçons relativement homogènes. Tu sais, je me rappelle cette section-là, il y avait des sections bien boisées, puis c'était un peu embêtant. Moi, ma collègue, on était là, oh, est-ce qu'on repart un nouveau secteur? Est-ce qu'on le laisse dans le même secteur qu'avant? C'est que des fois, y aller exactement terrain par terrain, ça serait un travail beaucoup plus lourd à effectuer. Fait que des fois, il faut comme prendre un pas de recul puis regarder Oui, l'ensemble. Skate Pro, c'est correct. Tu vas chercher le lien sur le site de la Salandre-Gagnon. Oui, lui il est correct. Il n'y a pas de problème. Bon, ben, ça Euh, fait plaisir. Hey, m'as-tu laissé Ah, des excusez. petits... Là, je pense que Oui, c'est ah, quelqu'un bon, qui parle au téléphone. Bon, Oui. Oui, il y a une désolée. conversation qui n'a pas Je rapport, je comprenais pense. Oui, pas ce qu'elle moi, me moi disait. non plus, je comprenais plus là. T'es mêlé là. Mais oui, ce qui se passe, c'est que, bon, je connais pas exactement les terrains dans la zone jaune que vous parlez, mais je me rappelle qu'il y avait peut-être des terrains ou des plus grandes ouvertures ou des fois, quand on se rapproche, on se rend compte, oh, ça a l'air, il y a des super gros arbres sur deux, trois bandes, mais si on le projette sur un 15 mètres, ben derrière la belle bande d'arbres, il y a du gazon. Mais tu sais, on n'est pas infaillible, puis je suis certaine, dans cette grosse zone-là, il y a peut-être des bandes riveraines qui sont numéro un, puis ils devraient être vertes, mais c'est que des fois, on n'a pas le choix de le voir dans son ensemble, puis il devait avoir des secteurs un peu moins bons au travers de secteurs meilleurs, ce qui lui a donné une note de dans le gabarit de jaune. Mais tu sais, il est peut-être un jaune vers le vert, là, tu sais, Ouais, je c'est sais pas ça. exactement. Il est peut-être à 70 là, ce qui est proche d'un 75. Fait qu'exactement, je connais pas sa cote, mais effectivement, ce secteur-là du lac est pas dégueulasse, là. Oui, il est pas comme le rouge, là, c'est ça que tu dis C'est bien. ça. Puis, j'ai une question de Claire Lavoie dans le chat. Je lis. Au printemps, nous avons de la pêche qui se fait. Les poissons se font plus rares avançant la saison. Donc, l'oxygène diminuant, les poissons sont moins là. Effectivement, les résultats le démontrent. J'imagine que la pêche, c'est à la truite, puis la truite, c'est un poisson qui se déplace sans problème. Fait que s'il est là au printemps, les conditions sont bonnes au printemps, puis au fur et à mesure que l'été avance, ben, il se trouve d'autres refuges, donc soit thermiques ou pour se nourrir, ou ils se nourrissent à la vue, là. Fait que s'ils voient plus rien dans le lac, évidemment, ils vont aller se nourrir ailleurs. Donc, la truite se déplace comme ça ailleurs, donc soit en aval, là, dans la rivière ou dans les tributaires en amont. Et je Fait que c'est rajouterais, normal d'observer ça, là.
Je rajouterais que là, c'est refuge thermique, oui, mais là, on a vu qu'il y a une anoxie, donc il y a aussi un refuge lié à l'anoxie du lac. C'est-à-dire que là, Absolument. il a même plus d'oxygène dans le fond. Donc pour lui, c'est même plus une question de température, là, c'est une question de respiration. Donc c'est sûr que il va pas rester dans des zones, Mm. dans la zone plus fraîche, plus en profondeur du lac, c'est sûr. Ouais, c'est que il cherche l'eau claire et oxygénée. Fait que si le top du lac est chaud, mais c'est la seule place où il y a de l'oxygène, ben il va changer de place. C'est Fait que pas c'est une belle terrible pour le coup. observation. Mm. Est-ce qu'on entame la conclusion et les suggestions par rapport aux résultats? Une Euh, dernière question? ouais, ben, concernant, je vois que concernant les coliformes, ça a l'air en bonne condition, là. Ça veut dire ça que les, euh, ce qui a été fait autour du lac concernant les fosses septiques et les champs d'épuration, de toute évidence, ça semble avoir porté fruit. Pour ce qui est de l'azote et du phosphore, j'ai pas vu, en tout cas, je pense pas avoir vu comme de quoi les résultats étaient bons ou pas bons pour le lac comme tel, là, ou s'il y a une amélioration qui a été faite, là. Alors, À 21, tu veux dire. Oui. En comparaison avec 21, parce que là, on voit juste l'année 24. ah Là, oui, j'ai pas présenté l'année 21, mais l'année 21 était comme pire, là. Catastrophique. OK. On Donc, était vraiment là, 21, faut plus y penser, là. C'était comme, enfin, faut l'avoir à l'esprit, là, mais c'était comme vraiment quelque chose de catastrophique. En phosphore, c'était débile, là. On avait des concentrations qui étaient vraiment, donc terribles, hein. on peut conclure, ben, en tout cas, vous allez faire la conclusion, là, mais qu'il y a quand même une amélioration qui a été faite là, sur l'apport humain là, par rapport à l'azote, le phosphore et les coliformes fécaux. Alors, on va faire la conclusion. Je serais un peu plus mitigé quand même par rapport à ça. C'est que bon, là, on va reprendre ce qu'on s'est dit depuis le début. Donc, on est sur un lac qui se stratifie. On est d'accord. On a vraiment une stratification qui est avérée en été. Que on a. Je parlais encore du lac Michaud, là, parce que Ah, j'ai la encore présentation. oublié. Si bol. Je suis vraiment désolé. C'est vraiment ma faute là. Mais on parle du lac Michaud. C'est pas le lac Plourde et le lac Ferry. Julien en a fait énormément de présentations si je me Ouais, souviens c'est ça. bien. Là, je suis sur mon dernier marathon et puis. Ouais. Mais veuillez m'excuser là vraiment là. Mais oubliez le titre là. Et puis les chiffres sont vraiment bons pour le coup là. Ça, j'en suis sûr. Mais voilà, on a vraiment l'anoxie qui est vue là sur le lac en été. On l'a vu avec la diminution d'oxygène. La concentration en nutriments. Donc oui, on a vu que en nutriments, quand on regardait le tableau ici, hop, je vous le présente. Ici, on était comme en nutriments, en phosphore, on le voit pas, le résultat, il est comme faible. Mais en azote, on le voit clairement qu'en azote, là, on est à 0,35 mg par litre, ça commence à être eutrophe. Mais là, quand on est à 3,4 mg par litre d'azote, la limite pour caractériser un milieu hypereutrophe, c'est 1,2 mg par litre. Là, on est à 3,4 mg par litre. Donc, on est encore 3 fois au-dessus du seuil, indiquant qu'on est sur un lac hypertrophe par rapport aux critères azote, là. Donc, on est quand même sur une quantité d'azote qui est quand même très, très élevée, là. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça, cette augmentation fulgurante, là, mais c'est 10 fois là, par rapport à ce que c'était au printemps? C'est quoi l'explication qui peut être par rapport à ça? Alors, par rapport à ça, ça peut être, bah c'est ça, hein, c'est un peu ça les suggestions qu'on fait par rapport à ça. Mais ça peut être un apport qui peut venir de l'activité agricole. Donc, c'est la grosse question. Là, c'est des hypothèses qu'on se fait. On n'est pas en train de donner une solution par rapport à ça. C'est ça, c'est que le constat là, c'est qu'on a énormément d'azote. On sait que en 2021, quand il y avait eu les analyses, on avait énormément de phosphore, mais on s'est rendu compte qu'il y avait eu comme une coupe forestière avant, et cette coupe forestière-là a certainement relargué énormément de nutriments dans le lac. Donc,
Ça, on a trouvé une cause parce que la littérature nous indique ça aussi. On se base sur ces recherches scientifiques-là et on le sait qu'une coupe forestière va être une source importante d'apport de nutriments dans le lac. On sait aussi que la villégiature, c'est aussi une source importante. On sait aussi que l'agriculture, c'en est une. Donc voilà, on essaye d'investiguer et de faire un peu une enquête pour savoir, voilà, le constat, c'est ça. Quelles en peut être les sources? C'est pour ça que je vous ai présenté une occupation du sol et les bandes riveraines, etc. Et qu'on jase aussi ce soir par rapport à ça, notamment par rapport aux fosses septiques. Est-ce que on peut se dire avec certitude que les fosses septiques, il n'y a plus de problème autour du lac? Est-ce qu'il y en aurait un petit peu? Pas du tout, pour essayer de comprendre d'où est-ce que peuvent venir ces sources de nutriments qui sont vraiment problématiques pour la santé du lac. Donc nous, là, tout de suite, là, moi, ce que je peux vous dire, c'est que on voit quand même qu'il y a une activité agricole au nord. On voit aussi qu'on est sur des bandes riveraines qui sont pas forcément en très bonne santé. Est-ce que potentiellement, il y aurait des tributaires qui pourraient déverser en fait une quantité de nutriments dans le lac? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à investiguer dans ce côté, de ce côté-ci? Concernant les fosses septiques, est-ce que il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à faire par rapport à ce qui a déjà été fait? Parce que en état là, les résultats présentent que il y a toujours des choses qui se passent. Il y a des choses qui sont faites, mais peut-être qu'on n'est pas en train de soigner les. Enfin, on cible pas peut-être pas les bons symptômes qui sont responsables de ces choses-là. C'est un peu comme si, je sais pas, on prenait du Tylenol alors qu'on s'est coupé le bout du doigt. Bon, il y a peut-être ça à agir. Mais nous, ce qu'on fait par rapport à ça, c'est qu'on vous présente l'ensemble des constats pour qu'on puisse fermer les robinets. Trouver où est-ce qu'on ferme les robinets. Est-ce que ça proviendrait de l'agriculture? On essaye d'investiguer là-dedans pour fermer le robinet au niveau des tributaires. Est-ce que ça viendrait des faux sceptiques, est-ce que ça viendrait aussi d'une hypothèque du passé, c'est-à-dire que le lac, bah, pour le phosphore, par exemple, on sait que le phosphore peut se retrouver et rester tapi au fond du lac, et d'un seul coup, on peut avoir des phénomènes environnementaux qui vont relarguer ce phosphore-là, mais c'est pas moi qui l'ai mis, ce phosphore, mais c'est comme 50 ans en arrière, puis c'est comme resté au fond du lac. Puis là, d'un seul coup, il se passe de quoi et ça relargue. Donc c'est ça, c'est est-ce que c'est l'hypothèque du passé? Est-ce que c'est un phénomène actuel? Est-ce que c'est des riverains? Est-ce que c'est l'agriculture? C'est ça. Là, c'est un peu ça qu'on présente ce soir, et c'est un peu le constat qu'on fait par rapport aux résultats. C'est pour ça qu'on en parle, pour avoir aussi votre avis sur la chose, s'il y a quelque chose qui, en effet vous, vous met la puce à l'oreille et vous dit, ah oui, c'est vrai que ça pourrait peut-être venir de là, tu sais. Les tests de coliformes, est-ce qu'ils ont été faits pendant l'été ou au printemps? Parce que si ça a été fait pendant le printemps, c'est sûr que les résultats étaient bas puisque la plupart des gens n'étaient pas à leur chalet, là. Alors, les coliformes fécaux ont été effectués le 8 août 2024. Mm. Mais je tiens quand même encore une fois à préciser que les coliformes fécaux, là, nous, on l'a fait pour si jamais il y avait, on n'est pas à l'abri qu'il peut y avoir un gros déversement. Mais encore une fois, les coliformes fécaux, c'est un indicateur qui doit être fait sur une durée pour voir vraiment si on peut potentiellement y avoir un déversement parce que ces bactéries-là ont une durée de vie de 2 3 jours, etc. dans le milieu. Ça peut varier en fonction de la température aussi du lac, etc. Donc, pour vraiment avoir un indicateur de coliformes fécaux fiable, c'est quelque chose qui doit être fait sur une plus longue durée, dans le fond. À OK. mon- Ouais, donc ton explication est vraiment bonne. La question que je me pose pour le phosphore, oui, effectivement, ça peut s'accumuler dans le lac, être en période de repos et reprendre son activité. Dans le cas de l'azote, est-ce que c'est le même principe ou bien l'azote, elle est là ou elle n'est pas là? Pas du tout. L'azote, c'est souvent ça, c'est là ou pas là. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est beaucoup plus volatile dans le fond, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que l'azote, ça peut être là ou pas là. On sait dans la littérature aussi, là, en limnologie, on sait qu'on va avoir des apports d'azote qui peuvent être naturels. Par exemple, avec la neige, la fonte des neiges au printemps, ça peut être une arrivée d'azote. Mais ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que cet azote-là, c'est un nutriment. Donc ça veut dire que quand on le constate, il y a aussi peut-être
de part de cet azote-là qui est consommé par une masse organique et ces niveaux peuvent fluctuer. Donc, il faut aussi se rappeler on constate un niveau d'azote, mais peut-être qu'il y en a un peu qui a été grugé par la vie organique. C'est pour ça qu'au printemps, c'est comme un indicateur aussi qui est bien parce que la vie organique n'est pas forcément au top et ça nous permet d'avoir une mesure où on n'a pas encore ouvert le frigo, si vous voulez. On n'a pas commencé à manger les réserves d'une certaine façon. Mais quand on a des constats comme là où on voit qu'en octobre, on a énormément d'azote euh, et que ça produit énormément de chlorophylle A, là, il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose qui est arrivé dans le lac, il y a quelque chose qui est tombé dedans, là. Il y a eu une quantité d'azote qui est arrivée, et la question, c'est d'où ça vient. C'est ça. Est-ce que à chaque automne, il y a toujours, à l'automne ou au printemps, des arrivées d'oies blanches massives sur le lac durant quelques jours? Eux vont emmener un apport de phosphate ou d'azote ou Alors, de... le guano, il y a tout. Ah Dans bon, le fond, OK. dans le fond, t'as les deux, là, tu sais, c'est de l'engrais de l'engrais naturel. Mais l'arrivée massive des oies sur une période aussi courte que ça, je vais pas te dire que ça n'a pas d'impact, mais je vais pas te dire que c'est responsable non plus. C'est-à-dire OK. que ça va avoir, c'est sûr que ça va apporter de la matière organique, mais c'est pas une matière organique qui va être comme problématique parce qu'on est sur, si on estime que l'activité des oies, on va dire, pour comprendre la chose, on va dire que c'est une pollution organique, ok? Cette pollution organique-là, elle va être ponctuelle. Donc c'est un phénomène dans les écosystèmes de façon générale. Quand vous avez une pollution ponctuelle qui arrive, même si elle est énorme, l'écosystème arrive à se régénérer et à faire ses cicatrices. Que quand si on est sur des pollutions dites chroniques, c'est là qu'on va avoir un affaiblissement au fur et à mesure du temps, des années, des mois, etc., ça va affaiblir cet écosystème-là. Et cet écosystème-là, si vous lui rajoutez en plus une pollution ponctuelle dessus, voilà, c'est raide pour lui, là, parce qu'il doit déjà gérer quelque chose de chronique, puis en plus, il doit gérer quelque chose de ponctuel. Donc, c'est ça que je veux dire par rapport aux oies, c'est qu'il y a déjà quelque chose de base. C'est sûr qu'elle rajoute quelque chose, mais pas de là à déstabiliser tout l'écosystème. Mais c'est un constat, hein. Les oies, elles sont sur le lac, elles chient, et puis voilà. Mais c'est pas ça qui va vraiment mettre en état en danger le lac, là. OK, d'en arriver à 3,4 là, Non, 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 non. Oh, non, non. Tu me trouves ça, là, moi, j'ouvre une usine d'engrais, là, puis je fais fortune avec ça, là, c'est sûr, là. Non, vraiment, ça serait sur un lac beaucoup plus, enfin, on va dire une mare beaucoup plus petit, là, une mare de poules où tu as 10 poules et puis tu as une écuelle grosse de même d'eau, là, je suis d'accord, là. Mais pas sur un lac comme ça. OK, Pas à OK, mon sens, en tout cas. OK. Donc, l'azote, elle vient de l'agricole, elle vient des bordures de lacs qui sont mal protégées dans le sens où il n'y a pas d'éponge. Oui, ça peut être ça. En fait, là, ce que je dis, c'est que Monsieur Francis, tout à l'heure, le disait, il y a eu des efforts qui ont été faits sur les fosses septiques. Donc, si ces efforts-là sont suffisants et qu'en effet, c'est réglé, on peut déjà l'enlever de l'équation, là. Mais si il y a des fosses septiques qui sont aux normes, et puis je sais pas, je dis des exemples hein, qui pourraient justifier ça, puis que moi, là, j'aime avoir un beau gazon vert, puis j'ai comme pitché, je sais pas, 50 kilos ça va finir dans le lac. Ça peut être un apport conséquent, là. Donc, c'est ça, c'est que l'idée de ça, c'est aussi de trouver un peu, de justifier ces résultats-là pour qu'on puisse agir dessus. Parce que suite à des démarches de fosses septiques, il a été très clair que la MRC, les fosses septiques, mettons les chalets là, qui datent de plusieurs années, là, puis c'est la plupart, c'est ça, ont des fosses septiques de bois, de je sais pas trop quoi. Et parce qu'ils sont saisonniers, sont pas obligés de se conformer à une fosse septique dite plus conventionnelle là, en béton qui doit être vidée ou peu importe. Alors, fait que il reste, oui, il reste des chalets qui ont encore les installations sanitaires de v'là peut-être 20 ans, 30 ans, je sais pas, et ils sont pas obligés de se conformer.
mais rien prouve qu'il n'y a pas de fuite dans ces vieilles installations sanitaires-là, là. Mais ce que tu dis là, c'est vraiment pertinent, mais ils sont pas obligés de changer, mais moi j'ai envie de dire, ils n'ont pas le droit, il n'y a aucun droit à polluer. Il y a rien qui t'autorise à polluer là, dans le fond, là. C'est ça qui est compliqué dans cette affaire, c'est que même s'ils sont pas obligés de mettre aux normes, ben, à un moment donné, il faut qu'il y ait une obligation parce que il y a personne qui a le droit, même si tu as un puisard et puis qu'on te dit ouais, c'est un droit acquis, etc. Mais non, t'as pas de droit acquis à polluer là, dans le fond, là. Mais La ils vont seule, dire, prouvez-nous-le qu'on pollue. ben oui, c'est ça. Puis la seule pogne, là, si je peux Oui, dire, c'est quand les municipalités embarquent dans le mouvement. oui. Puis ça se fait dans plusieurs municipalités, là, d'ailleurs, pas juste autour des lacs, là, de faire des tests de colorants. Mm. C'est des firmes privées qui sont spécialisées là-dedans. Fait que là, à ce moment-là, c'est que t'as comme la preuve que ta fosse septique ben coule direct et aussi rapidement. Là, pour le voir, ton Ouais. colorant, il Ouais, faut que ça ouais. aille couler vite, vite, vite. Hein? Fait que Mm. ça veut pas dire que le lendemain, les travailleurs l'auraient vu. Là. Mm. Fait que c'est comme la seule manière de prouver qu'une installation septique pollue à l'environnement et que là, après, il y aurait obligation de mise aux normes. Fait que c'est comme la seule manière légale de fonctionner, malheureusement, Mais il faut que au Québec. la municipalité le veuille. C'est ça. C'est pour ça. Absolument. C'est pour ça que c'est primordial que la municipalité embarque aussi dans ces actions-là. Absolument. Parce que il y a aussi une notion de police là-dedans, là. Et puis, tu sais, c'est aussi là que les choses peuvent bouger énormément pour ces questions-là. Que ce soit les fosses sceptiques. Bon, il y a pas le cas pour le lac Michaud, mais pour la navigation, c'est la même affaire quand on est sur des gros conflits d'usage par Mhm. rapport à ça. Et que arriver à un moment donné, faire le constat, c'est bien, là, mais si on veut que ça bouge, il faut que ça embarque là-dedans, là, parce que sinon ça bougera pas, et puis on va vous refaire des présentations, puis on va vous représenter des affaires en vous disant, il y a trop de phosphore, il y a trop de nitrate, il y a des C'est bien coliformes fait. locaux, et puis à un moment donné, moi je me mets à votre place, là, puis tu sais, t'as envie que ça avance, là, tu veux que la santé du lac, elle évolue, on est prêt à faire des efforts, mais là, il faut embarquer, là, et puis il faut y aller, là. C'est un peu ça, moi, que je vois, parce que là, le constat, on l'a compris, là, le constat, il est pas beau, là. Donc, à un moment donné, il va falloir que la municipalité s'embarque avec nous, là. Il y avait déjà eu, bon, enfin, ça fait quand même quelque temps, on avait eu des cahiers, des gens du bord du lac, des invités davantage à végétaliser. Il y avait eu, à un moment donné, on avait reçu une espèce de système d'oxygénateur. Est-ce que c'est des choses qui pourraient être faites au lac Michaud? Non? Pourquoi? Vous voulez Euh, dire poser une machine, une genre de Ben, fontaine dans le lac pour l'oxygéner? Est-ce que c'est quelque ça que vous voulez chose, est-ce que ouais. chacun des propriétaires pourrait emmener un petit quelque chose pour oxygéner? Je ne sais pas, là. Julien, est-ce que tu veux que j'aille Attends, là-dessus? je vais Euh, juste dire, moi, l'analogie que j'ai avec ça, là, c'est que, imagine, j'ai un cancer des poumons, là, puis je me fais faire une greffe de poumons, puis je continue de fumer, là. OK. Ça n'a pas d'allure, là? Ouais, ou bien tu as un cancer de poumon, puis on fait juste te donner plus d'oxygène alors que c'est pas, tu sais, tu aurais Ouais, besoin d'une greffe de poumon. c'est ça. C'est clair, c'est un peu la même affaire. L'oxygénateur, il pourrait peut-être, à la limite, augmenter la productivité du lac. Oui, en plus, il serait contre-productif, exactement, là. Oui, OK. absolument. OK. Souvent, quand on parle d'oxygénateur, c'est quand c'est strictement comme pour la pêche, de ce Oh que oui. j'en vois. Puis c'est comme un lac où les conditions seraient bonnes pour la truite en termes de température, puis d'alimentation, mais qu'il n'y aurait pas assez d'oxygène. Mais honnêtement, je vois pas dans quel lac c'est possible. Tu sais. On dirait que je suis pas OK. capable de me l'imaginer, mais vous êtes vraiment pas les seuls Ouais. à nous arriver avec cette solution-là. Je- C'est comme ça s'est comme popularisé
Mais tu sais, ça viendrait juste ajouter de l'oxygène dans un endroit où il- il- ça ferait pas diminuer les nutriments, donc ça ferait OK. pas diminuer les éclosions de cyanobactéries. Puis c'est ça. Plus Ça, c'est ça. d'oxygène, ça veut dire aussi plus de production. Fait que non, ça serait pas gagnant, malheureusement. Malheureusement, souvent quand on entend des solutions comme ça, là, magiques, Ben, faut je souvent savais pas se si dire, c'était oups, 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 magique, oups. mais ça Souvent ça s'écoute. marche pas. OK. OK. Ou ça marche pas longtemps. Puis il faut quand même, par en arrière, faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour pas qu'il y ait encore des nutriments qui se jettent au lac, tu sais. Hmm. Fait que des solutions magiques, c'est souvent difficile, là. C'est ça, c'est que là, l'objectif, c'est que les constats, on les fait depuis quelques années déjà. Et les constats, sont les mêmes. Puis là, faut vraiment arriver à aller trouver ces robinets puis à les fermer. Il faut Euh, vraiment trouver la source. Julien, il y a une question de Marie-France qui dit, est-ce que votre analyse a été remise à la municipalité? Alors, cette analyse-là, vous êtes les premiers à la voir là, de votre claque là. Dans le fond, c'est que, encore une fois, pardonnez-moi pour les erreurs de nom de lac là, mais les résultats sont les bons. Ça, j'en suis certain pour avoir mis le nez dedans depuis 2 mois dedans. On l'a pas encore transmis aux municipalités. On voulait déjà faire la présentation des résultats aux riverains, qui nous, à notre sens, sont les premiers concernés et qui c'est avec vous qu'on souhaitait aussi échanger en premier lieu. Ce qui va se passer, ça va être la suite des événements. C'est avec le plan d'action où là, avec la municipalité, on va parler d'actions, de 10 actions qu'on peut mettre en place, qui sont réalisables, en présentant aussi les résultats. Donc non, ils ne les ont pas eus. C'est des fois, selon les présentations, on avait des représentants de la municipalité qui étaient présents pour les résultats. Des fois non, mais ils les auront quand on se présentera pour les plans d'action. Petite question comme ça, je reviens sur l'azote, moi, là, parce que, Ouais, euh, OK, on parle d'azote, donc, est-ce qu'on parle strictement de fertilisant ou il y a quelque chose qui me revient en tête un petit peu, un agriculteur, par exemple, qui fait une récolte et qui laisse sa récolte étendue sur le sol là, pendant un certain temps parce que, bon, c'est nécessaire de le faire comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui peut libérer de l'azote aussi ou bien... oui, oui, oui. L'azote, l'azote, c'est quelque chose qui est. On en a même dans la neige quand elle fond au printemps, on a de l'azote qui est dissous dedans, qui est capturé dedans. Donc on peut avoir des apports d'azote avec ça. On peut avoir des apports d'azote avec des fertilisants. On peut avoir des apports d'azote avec des végétaux en décomposition. Si on réfléchit quelque part, des végétaux en décomposition, c'est déjà un peu de l'engrais, là, d'une certaine manière, là. Donc oui, on peut avoir des apports d'azote avec ça, quoi. Si je peux rajouter, par exemple, les résidus de coupe, c'est Mm. pas ça qui vont venir enrichir le Oui, lac ce niveau-là, tu sais. Je pense que des résidus de coupe ou de décomposition naturelle apporteraient des taux d'azote dans un lac qui seraient faible. pas nécessairement problématiques. Je pense que oui, c'est des sources d'azote potentielles, là, comme la pluie aussi, puis les milieux humides, mais c'est ça. Ça serait pas une source d'azote problématique pour un lac, mais ouais. Mais c'est ça, c'est pour ça que je vous ai présenté tantôt là, le système racinaire de l'épicéa commun. C'est que quand tu le coupes, bon, il y a une matière, la matière végétale en surface qui est utilisée, qui peut se décomposer, qui peut avoir un apport. Mais tout son système racinaire en dessous, là, lui, son travail, c'est de capter cet azote qu'il peut avoir là. Mais s'il n'y a plus rien pour le capter, bah, c'est dans toute cette zone-là que potentiellement il peut y avoir de l'azote qui va arriver là, dans le fond. On a de l'azote aussi dans la couche de terre là, qui est présente à une concentration plus ou moins élevée en fonction de la profondeur. Et s'il n'y a plus rien
pour les capter. C'est pour ça qu'en agriculture, les agriculteurs ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi non plus. C'est pour ça que l'une des mesures qu'on peut proposer, c'est d'avoir un couvert végétal à l'arrivée de l'automne pour que quand ça arrive au printemps, quand il y a la fonte des neiges, bah, qu'il y ait au moins déjà un couvert végétal qui peut comme déjà capter les nutriments qu'il peut y avoir dans cette eau de ruissellement. On s'entend que s'il n'y a pas de couvert végétal en automne, puis que là on a comme trois quatre pieds de neige qui fondent, puis que le sol est nu, là tout ça, ça va faire ce qu'on appelle du lessivage, et là on peut avoir un apport d'azote beaucoup plus important que s'il y a un couvert végétal sur la parcelle agricole. J'ai vu Claire poser la question d'avoir la présentation là pour à la suite de notre rencontre. Alors il y aura mieux que ça. Déjà d'une, il n'y aura pas de coquille. Puis en plus, c'est un rapport beaucoup plus complet, beaucoup plus complet, qui fait une trentaine de pages, qui va beaucoup plus en profondeur sur ce que je vous ai présenté ce soir, en termes de méthodologie qu'en termes d'analyse des résultats avec il y a plus d'informations aussi pour comprendre aussi. Nous, là, on vous a donné une information vous donnant des taux d'azote, mais pourquoi est-ce qu'on l'a jugé eutrophe, etc. Donc, dans ce rapport-là, vous avez aussi la méthodologie utilisée avec les références du ministère pour dire que tel élément est problématique ou non. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus complet qui sera disponible sur le site internet et que vous pourrez télécharger librement en fonction des lacs que vous voudriez suivre. Puis la présentation de ce soir sera aussi sur YouTube, disponible en tout temps. C'est ça. Et là, je rougis fortement parce que si bol, j'ai fait deux fautes. Euh, alors, oui, l'approche se fera avec Alexa, ma collègue, et moi-même là, pour les municipalités, pour aller proposer des plans d'action qui sont réalisables. Et on invite aussi hein, votre participation par rapport à ça si, s'il y a des choses à ajouter. C'est vraiment ça qu'on demande, qu'on veut pour faire avancer la chose. Et absolument essayer de faire avancer les choses avec la municipalité parce on arrive à une porte fermée. Est-ce que Si vous... je, Oui? excuse. Non, Si je non. comprends bien, Julien, Marie-Camille, là, vous nous avez présenté des solutions, c'est de trouver d'où ça vient. C'est ça la solution. Ben, en tout cas, la première étape. Bah, la première étape déjà, c'est nous, en fait, c'est aussi de se faire une remise en question de nous, nos actions, notre responsabilité individuelle de riverains, de personnes qui utilisent le lac. Donc, quand on a des sujets sur la navigation, c'est aussi de voir, nous, comment est-ce qu'on exploite la ressource qui est le lac. Donc, si on a des choses à améliorer, c'est par exemple, si je prends le cas de la navigation, c'est de revoir un peu la motorisation, ce genre d'affaires, si c'est un problème. En tant que riverain, c'est aussi de se remettre à sa place et d'évaluer aussi, bah, moi, qu'est-ce que je fais? Par exemple, hier, j'ai fait l'intervention pour le lac de Bellavance. Il y avait donc c'est un tout petit lac et puis les gens ils étaient on a parlé aussi de fosses septiques etc. Donc ils vont embarquer là-dedans, hein. Il va y avoir du travail de fait pour les fosses septiques, mais on est aussi parti sur par exemple moi, en tant que personne, qu'est-ce que je peux faire avec l'usage ménager chez moi, par exemple? Donc, on est parti, on est allé jusque-là. On a parti de l'agriculture, on a parlé de l'exploitation forestière avec des apports, etc., des tributaires qui peuvent déverser certaines choses, mais aussi, on est allé jusqu'à, quand on fait la vaisselle, les produits qu'on utilise. Donc c'est aussi un petit robinet. Ça, je ne vais pas te dire que c'est ça qui va justifier peut-être les 3,4 mg d'azote dans le lac retrouvé, mais tous les robinets, tous les efforts sont aussi bons à prendre, dans le fond. Et c'est vrai qu'hier, on a eu cette discussion-là. Donc des riverains nous ont demandé une petite liste de produits pour changer un peu les habitudes à la maison, tout en conservant un confort
pour laver son linge et puis faire sa vaisselle, mais avec des produits qui sont beaucoup plus respectueux. Si, s'il y a un déversement qui doit avoir lieu, voilà. C'est des petites choses, mais on partait vraiment de... on va taper un peu partout. L'objectif, c'est vraiment de fermer les robinets, donc on tape un peu partout. Je me permets d'ajouter que oui, on n'a peut-être pas mis le doigt sur ah, c'est la faute à cet Ouais. endroit-là ou mais c'est parce que c'est généralement pas ça la Mm, réponse. C'est généralement multifactoriel. Il y a pas juste un fautif ou une parcelle ou un milieu qui est plus responsable qu'un autre quand on observe une eutrophisation aussi importante. C'est un peu la responsabilité de tous. D'où vient l'importance de faire un plan d'action qui vient toucher tous les acteurs du bassin versant. Puis c'est souvent dans des approches englobantes comme ça qu'on intègre l'ensemble des acteurs, les agriculteurs, la municipalité, les riverains, où on arrive avec des résultats qui sont intéressants. Tu sais, si on se met tout le monde la main à la pâte pour dire, OK, on ferme le robinet, oui, ou on diminue beaucoup, beaucoup le robinet, ben c'est là où je vous dis pas que l'année prochaine, votre lac va être mieux, mais dans 10 ans, parce que c'est un travail à longue haleine, là. Un lac, c'est un écosystème complexe et lent à s'améliorer. Mais c'est quand même là où on va voir des résultats. Fait que, tu sais, je pense que oui, en termes de notre curiosité scientifique, on aimerait donc savoir exactement ça vient d'où, parce que oui, il y a un grave problème, puis il faudrait effectivement savoir ça vient d'où, mais si dès maintenant, tout le monde du bassin versant décide de passer à l'action, ben ça risque d'être plus efficace mm, que d'essayer de juste continuer à chercher le problème, là. mm, mm. Oui, puis c'est vrai que il y a aussi, voilà, c'est que pointer du doigt, c'est souvent, enfin, naturellement, on va souvent se dire, bah, c'est le plus exposé qui est pointé du doigt, et je pense aussi à l'agriculture, c'est que même si on arrive à montrer que c'est de l'apport agricole, je pense que là, et le travail, il sera extrêmement vite fait, là, dans le sens qu'on saura qu'on c'est avec les exploitants qu'on va travailler là-dessus. Et les exploitants sont partants de travailler sur ces sujets-là. Souvent, c'est des pratiques comme ça, puis qui ont toujours été là, qu'on n'a pas forcément eu de problème depuis tout ce temps-là, puis on tu sais qu'on a gardé dans notre routine, là, mais c'est pareil, là, comme par exemple, à une autre échelle, par exemple, les faux sceptiques, il y en a, il va te dire, ben moi, là, tu sais, en 40 ans, je me suis jamais occupé de ça, puis tu sais, ça a toujours été le même, ça n'a jamais posé de problème, mais tu sais, si on explique bah, que si ça pose un problème, bah, naturellement, en faisant preuve de bon sens, là, tu sais, ça va comme s'améliorer naturellement. Après, c'est dans la majorité des cas, il y aura toujours un peu de récalcitrant, etc. Donc là, on s'embarque dans d'autres affaires. Mais souvent, en fait, quand on commence à dire, ben là, est-ce qu'on pourrait, penses-tu que c'est possible de faire comme ça, faire le constat et puis d'avancer vers quelque chose? Oui. Mais c'est sûr qu'il y a la volonté des gens, puis il y a aussi la volonté aussi Moi, j'insiste beaucoup sur la municipalité qui doit être là aussi pour nous soutenir dans tout ça, là. Vous y compris, tu sais, quand tu fais changer une installation de septique, là, ça coûte plusieurs milliers de dollars, là, tu sais, puis ils peuvent aider à faire des crédits d'impôt, etc. Il y a des choses, il y a des pouvoirs qu'ils ont là, et puis qui peuvent faire des choses. Là, tu sais, il faut qu'ils viennent avec nous là-dedans. Là. J'ai une petite question, si vous permettez. C'est sûr que les riverains immédiats du lac, on est plus concernés, on se sent très concernés. Mais si on regarde justement la municipalité de Saint-Noël, il y a une grande concentration par rapport, si on fait la comparaison du pourtour du lac immédiat, il y a une grande concentration. Il y a des vieilles maisons, donc sans doute aussi des vieilles installations sanitaires dans certains cas. Est-ce que les résidus peuvent atteindre, c'est sûr qu'on a des armes un peu, mais compte tenu qu'il y a aussi de l'agriculture entre le village et le bord du lac, est-ce que ça se déverse tranquillement? Ça peut aussi arriver jusqu'au lac, tous ces résidus-là?
Est-ce que vous parlez des résidus de la municipalité, du centre-village vers le lac? Oui, parce que, tu sais, bon, s'ils utilisent, mettons, des glaçons dans leur stationnement, Je s'ils comprends. utilisent des nutriments là, bon, pour leur Ouais. potager, leur jardin, tu sais, il y en a qui ont des terres plus Ben, grandes. en fait, je vais vous répondre simplement par vous dire qu'ils sont pas dans le bassin versant du lac. OK, c'est ça, je me Donc, dis, non, le Ouais, bassin c'est ça. versant, il malheureusement. avance, Le ça. bassin versant du lac, là, il est très, très petit. OK, OK. Il est très, très, très petit. Fait que Ah, excusez, les gens impliqués, ben, impliqués, là, on parle pas d'eau souterraine parce que ça, là, on le sait pas, là, mais la municipalité est loin du lac, là, quand c'est même. ça. OK, Fait que ben, non, sais qu'avec le nombre ainsi que, bon, à la longue, ça peut s'additionner. Mon mari faisait remarquer, excusez, j'ai dû aller répondre à la porte pendant que vous avez parlé du bassin versant. Mille pardons. pas de problème, pas de Je voulais problème. juste clarifier parce que de quel Ben côté. oui, mais c'est une bonne question parce Ah que oui, dans oui. certains cas, les municipalités se retrouvent en amont. Ouais, c'est ça. Puis, ben, il y a un petit tributaire ou un petit ruisseau qui pourrait alimenter les lacs. Puis ça arrive fréquemment, mais Mm. dans votre cas, c'est pas la C'est situation. vraiment dans l'autre sens, hein. Ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais ça apporter un petit point d'information, puis je suis presque déçue qu'il n'y ait pas eu plus de questions ou de commentaires sur le sujet, parce que personnellement, c'est quelque chose qui m'inquiète depuis quelques années, là, au lac chez vous, mais c'est la présence de cyanotoxines dans le lac. Euh, Julien l'a très bien expliqué là, tout à l'heure, mais je veux juste vous rappeler que il y a des cyanobactéries là, tout le temps dans votre lac. On ne sait pas exactement quand elles excrètent leurs cyanotoxines. Mais on le sait que chez vous, il y en a. S'ils se mettent à le faire, il y en a beaucoup. Fait que, tu sais, le mot d'ordre de la santé publique, de manière générale, c'est quand il y a des éclosions de cyanobactéries, ben, on se baigne pas. Parce que ça peut être dangereux pour notre santé. Puis cet été, on a croisé des gens, puis ils avaient pas l'air préoccupés par ça. Puis je veux juste vous rappeler que c'est dangereux pour la santé, puis de faire attention à vous, puis de pas vous baigner dans le lac parce que ça peut réellement être dangereux parce qu'on le sait concrètement qu'il y en a des cyanotoxines. Fait que je veux juste vous rappeler de faire attention à vous, à votre santé, euh, puis de pas vous baigner. Malheureusement, c'est absolument Ouais, euh, c'est déconseillé. triste là, d'avoir un lac devant chez nous aussi beau que le vôtre parce qu'il est magnifique là, avec le flanc forestier. Mais c'est ça. C'est dangereux malheureusement. Fait que je voulais juste vous le rapporter à l'esprit parce qu'on dirait que c'était comme passer dans du beurre. Il y a personne qui a réagi. Mais faites attention à votre santé. Là, celles qui ont été T'es retrouvées sur ont été... mute, là. C'est Est-ce- François. Excuse-moi, Claire, juste une petite. Vas-y. Dans le cas de l'agriculture, bon, l'azote est un fertilisant qui est nécessaire pour, si tu veux, aller chercher des bonnes récoltes, là. Mais est-ce qu'il y a un équivalent qui pourrait remplacer l'azote si nécessaire pour avoir une bonne récolte? Non, non, Heureuse. non, non, là, là, ça va être compliqué de trouver un équivalent. Mais disons que c'est surtout sur la quantité que tu peux jouer, la quantité d'azote que tu vas mettre à la période à laquelle que tu le mets. C'est sûr que si tu commences à faire de l'épandage, puis tu sais, il y a différentes formes. Il y a l'azote chimique, donc en granulé. Après, tu peux faire un amendement avec du fumier, etc. Donc, c'est pas les mêmes types d'amendements que tu peux avoir sur ton sol. Donc, c'est des engrais qui sont assimilables aussi pour faire avoir des très bonnes récoltes. C'est les conditions dans lesquelles c'est fait. Quand est-ce que tu vas amender ton champ? Si le lendemain on se prend une pluie puis tu sais que ça lessive tout, bah c'est inefficace. Donc c'est aussi les pratiques par rapport à ça. On peut pas, même le phosphore, on en a besoin, les plantes en ont besoin, c'est un élément indispensable à leur croissance aussi. Donc on a besoin de ces molécules-là pour la production agricole. Après, c'est vraiment de travailler sur le couvert aussi végétal. Il y en a qui font ça beaucoup maintenant, hein, qui font des légumineuses pour capter l'azote de l'air pour pouvoir après avoir une source d'azote dans le sol avec ces plantes, donc on appelle ça les engrais verts, là, tu sais, ça peut être des pois, ça peut être des trèfles, des luzernes, etc., qui vont comme
capter de l'azote et puis vont rester figés dans le sol et puis vont par dégradation après libérer de l'azote sous perfusion en quelque sorte pour amender le sol. Donc il y a différentes techniques pour amender les champs en agriculture. C'est surtout là-dessus qu'on peut travailler et les quantités qui vont être mises. Donc c'est vraiment sur la pratique qu'on peut agir, mais on ne pourra pas remplacer l'azote, le phosphore, le potassium. On pourra pas changer ces éléments-là. Il y a pas comme disait Marie-Camille tout à l'heure, il n'y a pas de solution magique par rapport à ça. Et il y a une réaction à tout là, hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, hein. Dans le fond, c'est ça. C'est que on est vraiment, on tire sur une corde, ça va en faire remonter une, on tire sur l'autre. Donc tout est interconnecté. Et c'est vrai que pour les cyanotoxines, c'est la même affaire. C'est que les cyanobactéries sont inoffensives si elles sont dans un écosystème stable. Elles vont commencer à proliférer, à faire des blooms. C'est déjà un indicateur que là, on est sur quelque chose qui est complètement instable. Et la production de cyanotoxines, c'est encore à l'étude, hein, on ne sait pas connaît pas vraiment jusqu'au bout ces petites bébêtes-là, mais on sait que quand elles sécrètent ça, c'est une réponse à un stress que déjà eux ont dans leur milieu, donc ils libèrent des cyanotoxines aussi pour des systèmes aussi de défense avec les compétitions. Enfin, c'est très complexe tout ça, mais c'est encore une réponse à un dérèglement d'un milieu, là. Donc là, on n'a que des indicateurs qui nous disent, ben là, c'est déréglé, c'est déréglé. Puis on nous le redit, c'est déréglé. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est aller fermer les robinets pour arrêter de dire que c'est déréglé. Les cyanotoxines vont arrêter de faire des blooms. On va avoir des diminutions de ces symptômes-là. Donc c'est vraiment ça notre objectif. Et l'agriculture, on a besoin de nos agriculteurs, là, on a besoin qu'il y ait de la production, on a besoin de pouvoir avoir des gens qui produisent sur notre territoire. Donc j'ai surtout pas envie qu'on les pointe du doigt, etc., parce qu'on a besoin d'eux. Mais par contre, c'est vrai que eux, ils peuvent, ils voient leurs obligations, leur production, ils voient leur spectre, comme nous, on va voir notre propre spectre en tant que villégiateur, etc. Et on ne peut pas forcément voir les contraintes que l'autre peut avoir. Quelqu'un qui vient juste faire de la pêche, il va pas voir la contrainte d'un riverain qui, lui, doit s'occuper de sa fosse septique pour qu'il puisse avoir de l'eau propre qui sorte derrière, pour que moi, pêcheur, je puisse aller pêcher mes truites, là, tu sais. Donc on a chacun nos contraintes dans tout ça. Et c'est vrai que c'est en entamant le dialogue avec ces feuilles d'action, avec ces présentations qu'on vous fait ce soir, que là, on peut déjà un peu mieux cerner les contraintes de chacun puis voir de quelle façon on peut fermer le robinet. Et aussi avoir ce rôle d'avertir, comme Marie-Camille l'a fait, quand là, la machine, elle est trop emballée et qu'on se retrouve avec une problématique de santé publique. Là, les cyanotoxines que je vous ai présentées de 2021, c'est des cyanotoxines qui attaquent le foie, dans le fond, qui vont attaquer. Donc, en fonction des cyanotoxines, il y en a qui vont comme attaquer plus le sang, d'autres le foie, donc ils vont, en fonction de la toxicité de la molécule, ça va attaquer l'organisme à différents endroits. Là, ceux qu'on a retrouvés dans votre lac, c'était plus au niveau du foie que c'était problématique. Donc, évidemment, il faut faire attention. On ne boit pas d'eau, on ne va pas se baigner. Et c'est mieux, là. Jusqu'à temps qu'on ait fermé ses robinets. Mm. Vraiment. Il y a une question intéressante de Jean-Robert dans le chat qui demande, est-ce que la prolifération d'algues que l'on constate ont un impact sur la dégradation de l'eau? En fait, il faut plus le voir de la manière inverse. C'est la dégradation de l'eau, la qualité de l'eau, qui favorise la prolifération de ces algues-là. S'il n'y avait pas les nutriments, il n'y aurait pas ces algues-là dans une quantité problématique, comme Julien vient juste de le dire. Fait que c'est pas à l'inverse où ces algues font que qu'il y a plus de nutriments, là. Et elles viennent consommer les nutriments. C'est vraiment le frigo ouvert qui fait que ça pose problème. Ça, c'est un peu le cycle. Là, je parle beaucoup plus général, hein, je parle vraiment d'écologie pure, mais c'est le cycle de la vie. C'est que un organisme, il a besoin de quoi? Il a besoin de se reproduire, il a besoin de se nourrir.
Donc, si vous êtes avec un frigo plein, il va se nourrir, bah, il va se reproduire derrière. Et plus il y aura de nourriture, plus on va avoir de reproduction aussi. Ça, c'est la vie sur Terre pour tous les organismes. C'est comme ça que c'est fait. Et les plantes, c'est exactement la même chose, que ce soit les plantes aquatiques ou des bactéries ou des cyanobactéries. Si tu as le frigo qui est open bar et puis vas-y, c'est bon, c'est tout le temps full plein là. Mais là, tu sais, on mange et puis on se reproduit. Bah, c'est ça qui fait, et c'est ça qui se passe. Donc, c'est vraiment la quantité de nutriments qui régule une population. Tu sais, c'est la même affaire avec, par exemple, les lynx et les lièvres. Il y a plus de lynx parce qu'il y a beaucoup de lièvres, mais les lièvres, ils se cassent la gueule, bah là, tu vas avoir moins de lynx. Bah là, c'est la même affaire avec tes plantes aquatiques, là. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, ton écosystème, dans ce que tu dis, c'est pertinent, c'est que ton écosystème, il va essayer de revenir à l'équilibre. À chaque fois qu'il y a une perturbation, l'écosystème, il va essayer de revenir à l'équilibre. Donc oui, en effet, c'est ça. C'est que la réaction naturelle, c'est qu'il y a beaucoup de nutriments, il y a beaucoup de reproduction, puis on l'a vu après, bah, la reproduction va s'affaiblir, et puis là, on va arriver sur une mort du lac. Mais on va avoir comme consommé cet apport de nutriments. Mais là, en fait, il y en a toujours qui arrivent, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il y a tout le temps de la reproduction, tout le temps, tout le temps. Puis tu sais, au lieu d'avoir une cloche, donc une courbe qui monte, puis qui descend après, bah, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Ton système, il s'emballe, il s'arrête plus. C'est ça le problème. On Euh, arrêtera quand les robinets seront fermés, dans le fond. Ben aussi, si je peux rajouter, en fait, j'ai pas pensé le mentionner tout à l'heure, mais n'importe quelle vie dans le lac va finir par mourir, là. Donc, si on pense à tout le zooplancton, le phytoplancton, là, on parle beaucoup des cyanobactéries, ben c'est vivant, là, ça. Puis ça meurt. On pense à une plante aquatique, c'est peut-être plus facile de se l'imaginer, la plante aquatique, là, il y en a plein. L'hiver, pas nécessairement mourir, là, parce que les racines survivent, mais bon. Euh, la plante se dépose dans le fond, puis va se décomposer. Donc, quand on parle de phénomène d'eutrophisation, généralement, on observe de l'envasement. Donc, c'est une accumulation de matière organique des années passées qui vient se déposer au fond, souvent aussi avec le phosphore qui se dépose dans le fond. Excusez-moi ma voix. Donc, tu sais, tout à l'heure, est-ce que les proliférations d'algues dégradent la qualité de l'eau? Pas en tant que telle, mais ça fait que le phénomène d'eutrophisation est enclenché. Ces organismes vivants-là vont se déposer au fond, ça va se décomposer, puis il va y avoir une accumulation. Tu sais, à long terme, le lac va s'envaser, puis il va être de moins en moins profond. Fait que, tu sais, je peux pas dire que vous autres, vous avez déjà observé que votre lac était moins profond que le 10 ans, mais vous pouvez peut-être remarquer que vous avez plus De de vase. petites vases qui vous passent à travers les orteils, tu sais, quand vous marchez dedans. Fait que dans ce sens-là, ce que ça peut apporter, c'est justement que tu sais, cette vase-là, dans le fond du lac, elle disparaîtra pas. C'est pas quelque chose où, même si on ferme le robinet, elle va pas disparaître. Donc, dans ce sens-là, ben, toute la prolifération d'algues et de vie dans le lac, décomposée dans le fond, ben, ça va laisser une marque à votre lac. Si je peux le dire comme ça, là, ça peut se réparer, mais il va toujours avoir une petite cicatrice dans le fond du lac. Peut-on espérer de l'aide du gouvernement pour améliorer la qualité du lac? Euh, il y a plusieurs questions. Donc, si elle consomme les nutriments, elles sont importantes. Ouais, OK. De l'aide du gouvernement pour améliorer la qualité de l'eau du lac, ben, le gouvernement a quand même des fonds. Là, en ce moment, le projet qu'on mène est payé par le gouvernement. Donc, de manière indirecte, quand même Le- le gouvernement qui permet la réalisation du projet. C'est plus de cette manière-là, mais je pense le gouvernement ne viendra pas directement chez vous pour l'améliorer, là. Tu sais, je pense qu'il faut passer par
par d'autres moyens, par les réglementations qui existent, là. Mais ils ont quand même aussi des programmes de suivi de lacs, là, comme le réseau de surveillance volontaire des lacs auquel vous aviez participé pendant longtemps. Puis même que vous participez encore d'ailleurs, là, à faire des échantillonnages d'eau. Ça, c'est quand même une manière d'aider importante à poursuivre pour nous permettre de voir, OK, ce qu'on fait, ça l'aide ou ce qu'on fait, on a encore besoin de travailler plus. Hein, j'ai comme répondu à deux questions. J'espère que j'ai été claire par rapport à la décomposition des organismes. Excuse-moi, Julie, tu peux. Non, non. On dit les mêmes choses, là, tu sais. Donc voilà où est-ce que on en est maintenant. Donc les présentations se terminaient ce soir là pour nous pour l'ensemble des 10 lacs. Donc ça a été quand même très intéressant aussi de présenter ça aux 10 lacs qu'on a eu. On a vraiment eu des problématiques différentes. Beaucoup d'interactions aussi, hein. On voit que ça soit pour vous avec le lac Michaud ou pour les autres, il y a eu énormément de questions et de volonté pour améliorer quand les choses n'étaient pas forcément très jolies. Donc c'est ça maintenant. Nous, notre rôle, ça va être de faire ces plans d'action, d'échanger avec les municipalités, de vraiment frapper fort en disant que là, on a vraiment besoin de leur soutien, hein, que c'est quelque chose aussi de très important. Marie-Camille a aussi souligné, hein, c'est que ces actions-là, plutôt on les mettra en œuvre et j'ai envie de dire, on aura l'occasion d'être toujours là pour voir le résultat. Il y a des phénomènes qui vont mettre des années, hein, à se résorber, d'autres qui vont être plus rapides, hein, comme le changement d'une fosse septique. Bon, bah, on va déjà voir des résultats. Pour d'autres choses, ça peut ça peut être plus long, hein, comme les bandes riveraines, ça peut mettre plusieurs dizaines d'années, hein, avant d'avoir vraiment quelque chose de très stable. Donc c'est ça, c'est que plus tôt sera le mieux. Changer aussi les habitudes par rapport à ces problématiques-là. Euh, c'est un peu ça la philosophie qu'on a sur ce projet. Et, euh, et on est content aussi que ça sollicite autant d'enthousiasme aussi pour pouvoir faire avancer les choses. Donc si vous n'avez pas plus de questions par rapport à tout ça, bah, on va se quitter là. On va vous souhaiter de très belles fêtes. Si jamais il y a des questions qui arrivent par rapport à l'intervention ou si vous avez des questions qui vous arrivent dans les prochains jours, n'hésitez pas à nous écrire, hein. On se fera un plaisir de vous répondre pour ça. Et c'est ça, c'est aussi, je repense, si vous voulez une liste de produits, etc. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on mettra peut-être sur notre site ou qu'on essaiera. Je pense que c'est quelque chose que les gens nous demandent aussi fréquemment. De pouvoir, voilà, si vous avez envie de savoir si tel ou tel produit peut être intéressant pour vous dans vos usages du quotidien, que vous ayez aussi une référence par rapport à ça. Euh, donc oui, voilà, Claire, oui, vous avez l'air intéressé, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va essayer de faire. En attendant, moi j'ai ma mail, j'ai ça sur mon mail, là, j'ai un courriel avec mes produits, donc si vous pouvez pas attendre et que vous voulez faire ça dès le début, le temps des fêtes, on a eu quelqu'un qui a comme rangé toute sa garde-robe de produits, j'ai envie de dire, là, puis tu sais, je lui ai dit la liste, et puis le soir même, il était chez Jean Coutu à faire toutes ses courses, il a tout changé, là, donc... si vous voulez pas attendre, vous m'écrivez et puis je vous envoie la liste tout de suite. Sinon, on va essayer de mettre ça en place après le temps des fêtes, là. Donc, merci pour votre présence et votre écoute. Et puis, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. C'était une excellente présentation. Merci à vous, Francis. Merci beaucoup aussi. Très complet et très intéressant. Alors, passez de très joyeuses fêtes à vous deux aussi. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Merci à tout le Merci et monde. passez tous de très joyeuses fêtes. Merci, Oui, toi Michel. aussi, Bye. Michel, Jean-Robert. Joyeuses fêtes. Bye. 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 Bonne soirée.